Alors, bonjour à tous, cher public. Donc, nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Kléber de Strasbourg pour la 3e séance du séminaire Corps et beauté. Cette séance s'attachera aux pratiques de beauté, tenant en compte de la diversité des scénarios géographiques, sociaux et culturels dans lesquels ces pratiques viennent consommer par les usagers. Nos invités nous aideront à faire les points autour des dynamiques, que ce soit des naissances, des créations ou d'adaptation de ces pratiques de beauté dans les mondes contemporains, au prisme aussi d'un paradigme de mondialisation croissante. Et donc, je pense aussi aux travaux de notre invitée Virginie Silhouette Dercourt à ma gauche. Et aussi, un des propos de la séance est d'inviter à réfléchir autour de la croyance d'une uniformisation des morphologies humaines, voire une occidentalisation de l'apparence humaine à l'époque de la mondialisation. Et c'est un concept qu'on souhaiterait discuter avec nos invités et avec le public, et notamment leur demandant si une perte de cette biodiversité humaine est vraiment en train de se produire. Et cela semblerait transparaître par l'adoption des modèles de beauté universels, ou au contraire, comme peut-être nous le montre le terrain, est-ce que les modèles esthétiques ne s'enchevêtreraient pas et donc avec une hybridation des pratiques qui se produirait de manière souvent imprévisible, spontanée et créative. Une constante anthropologique indique que tous les peuples investissent une énergie considérable dans les pratiques esthétiques, y compris dans des situations d'extrême détresse. Il s'agira donc de mettre en exergue la créativité et les ressources qui sont mobilisées par les acteurs, aussi grâce à l'esthétique et aux pratiques esthétiques, pour se reconstruire et pour vivre mieux dans leur milieu social de référence. Dans ce sens, la nécessité de s'embellir s'accompagne et traduit parfois l'envie de survivre et donc de rester humain malgré tout. Avant de présenter en détail nos invités, j'aimerais introduire brièvement le concept de notre séminaire et donc remercier enfin les partenaires qui ont rendu possible cette rencontre. Là, je suis en train de faire glisser. Voilà. Donc, vous pouvez voir les noyaux durs de l'organisation de ce séminaire. Nous sommes 3 chercheuses issues des différentes universités en France, dans les milieux de référence académiques de l'anthropologie et de la sociologie. Donc, Marion Brezas qui est ici présente, Camille Couvry qui n'a pas pu être présente malheureusement, et moi-même, Eva Carpigo, du coup, qui composons ces groupes d'organisation de ces séminaires. L'idée d'avoir créé ce séminaire de recherche est née il y a 2 ans à peu près. Donc on s'est rencontrés dans des manifestations scientifiques et nous avons constaté que n'existait pas un espace académique où on pouvait discuter entre les spécialistes de ceux qui observent, de ceux qui veulent comprendre les enjeux socio-anthropologiques, voire thérapeutiques des pratiques de beauté. Et en constatant ces manques, on s'est rendu compte qu'on était motivé pour créer ces groupes de recherche et donc pour essayer de fédérer les chercheurs autour de ces thématiques qui sont très vastes et qui nous intéressent développer dans un sens de l'actualité. Donc, chaque séance du séminaire fait référence de toute façon à un fait d'actualité qui nous intéresse d'exploiter avec, que ce soit des académiciens, donc des personnes qui s'intéressent à l'analyse des pratiques sociales, que ce soit avec des acteurs de terrain et que nous considérons comme des experts. De fait, nous pensons que ce n'est pas possible, ce n'est plus possible
de faire de la recherche de manière cloisonnée, c'est-à-dire en restant enfermés dans nos universités, on cherche à sortir, à rejoindre les espaces citoyens et donc à converser et à provoquer ces rencontres et des débats qui puissent être fertiles et qui puissent nous enrichir en tant que chercheurs aussi avec les mondes citoyens des non-chercheurs. Et un objectif aussi qui nous intéressait accomplir avec ces séminaires est celui de porter à la lumière un regard compréhensif et complexe des pratiques esthétiques, lesquelles sont souvent analysées sous le prisme de l'aliénation ou de la domination. Donc nous sommes dit que cela ne suffisait pas pour rendre compte de la complexité que nous on observait sur le terrain, tout simplement. Et donc, on a cru nécessaire d'adopter une approche compréhensive vis-à-vis des phénomènes que l'on observe. Et voilà. Donc, cela, c'est les objectifs principaux du séminaire qui continuera aussi dans notre ville de France. Donc, je vous invite aussi à regarder, à consulter nos réseaux sociaux. Voilà, donc ils sont écrits en bas. Donc on a une page Facebook, une page Twitter et un email où vous pouvez nous contacter aussi. Vous pouvez laisser vos emails sur la feuille qui est en train de circuler. Voilà, donc si vous voulez être tenu au courant des activités du séminaire. Et voilà, c'est le moment des remerciements. Je ne voudrais pas prendre la place encore plus aux intervenants. On remercie très vivement M. Wolfermann de la librairie Kléber qui nous a permis d'être intégrés dans les programmes de la Salle Blanche ici à Strasbourg. Nos partenaires financiers, alors, il y en a plusieurs. C'est tout d'abord le laboratoire dynamique européenne de l'Université de Strasbourg, les CNRS, les CRUS, les services de la vie universitaire, la cosmétique Valley et la commission scientifique de la faculté des sciences sociales de l'Université de Strasbourg. Merci à tout le monde. Et ensuite, on tient vraiment à remercier deux associations strasbourgeoises qui ont permis l'organisation du buffet et puis le fait qu'on ait pu avoir ces financements. Donc, tout d'abord, c'est l'association d'ethnologie, en particulier Clémentine et Étienne, qui nous ont très soutenus avec leur dynamisme. Ensuite, l'association Sain et Sauf, qui a préparé un excellent buffet que vous voyez derrière vous et que nous dégusterons à la fin de la séance. Voilà, donc je vais poursuivre en introduisant donc, la première intervenante. Alors, Virginie Silhouette-Dercourt, merci pour avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférences en gestion à l'université de Paris 8. Paris 13, pardon. Et en Seine-Saint-Denis est chercheuse au Centre d'économie de Paris Nord et associée au Centre Marc Bloch de Berlin. Une partie de vos travaux porte sur la dimension identitaire des comportements de consommation de cosmétiques des jeunes femmes issues de l'immigration. Et à cette occasion, vous nous présentez quelques aspects de votre recherche qui a été publiée en 2017 avec le titre « Beauté ethnique sous tension entre marginalisation, injonction républicaine et inventivité du quotidien » publié du coup chez les éditions Management Société et Société. Je suis sûre que vous avez beaucoup de réflexions à partager avec nous autour de la thématique proposée aujourd'hui, donc les esthétiques du monde, mais aussi la mondialisation des pratiques et notamment la créativité dont font épreuve les usagers et les enjeux des créations, mais aussi des transmissions des techniques, des rituels de beauté chez donc, la population des jeunes femmes immigrées en France et
donc les valeurs et les tensions entre ces valeurs qui sont partagées, que ce soit dans un groupe social et insérées dans une société plus large. Donc je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous et je vous laisse développer vos propos dans les temps de 40 minutes avant de passer la parole à notre deuxième intervenant. Bon, merci Eva pour cette présentation, et puis cette journée, et puis cette initiative que vous avez prise toutes les trois de monter ce groupe de recherche. C'est vrai que la beauté, c'est un angle mort de la recherche académique. Donc je suis vraiment très contente d'être ici. Je voulais remercier aussi la librairie Kléber qui nous permet, nous chercheurs, de venir présenter nos travaux à un public plus large et d'en discuter. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long pour avoir du temps aussi pour parler de mes recherches avec vous. Ça m'intéresse d'avoir votre retour. Alors, comme Eva l'a très bien souligné, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les pratiques du quotidien des jeunes femmes issues de l'immigration. Comment ces jeunes femmes se maquillent, se coiffent, se mettent en beauté, se mettent en scène dans l'espace public. Quels sont les produits qu'elles vont utiliser, quelles sont les marques aussi, les points de vente, les rituels de beauté, les ingrédients de beauté qu'elles vont utiliser et pour quelles raisons elles font ça. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler sur ces questions en 2003, quand moi-même je suis arrivée en Seine-Saint-Denis en tant qu'enseignante. Et puis à partir de 2010 à Berlin au centre Marc Bloch, et ça m'intéressait de faire un comparatif avec l'Allemagne. On est dans des problématiques assez différentes sur ces questions de la migration. Et puis, depuis 2017, en pays de départ, donc je suis allée à Dakar, au Sénégal, parce que je voulais comprendre aussi, beaucoup des femmes que j'interrogeais me parlaient en permanence de ce qu'elles voyaient sur YouTube, sur ce qu'elles voyaient sur Facebook, sur ce qui se passait en Afrique, et notamment au Sénégal, qui est la capitale, enfin, le pays, et Dakar est la capitale d'une esthétique très développée en Afrique de l'Ouest. Alors, en fait, mes recherches... je suis partie d'un triple constat voilà, le premier constat, c'est en fait, on est dans une phase de notre histoire du monde actuellement, on est dans une phase de très fort flux migratoire, qu'on le veuille ou pas. On est dans un moment, il y a eu d'autres moments dans l'histoire de l'espèce humaine, mais on est dans un moment où les flux migratoires vont continuer à s'accroître dans les prochaines années à cause des problèmes politiques, économiques, environnementaux. Donc, premier constat. Deuxième constat, quand on migre, finalement, qu'est-ce qui se passe en premier ? Eh bien, c'est un changement au niveau du corps. Le corps est confronté à un nouvel espace, à des sensations, à des regards aussi, surtout quand on s'écarte d'une norme dominante. C'est dans ce nouvel espace que le corps est évalué. Troisième chose qui m'a intéressée, c'est que la place du corps et de l'esthétique, quand on circule dans l'espace public, est un angle mort des recherches ou des études migratoires. On parle très peu de ces choses-là, on parle des problèmes de discrimination à l'embauche, on parle des problèmes de formation, de retard d'éducation, etc., de problèmes sociaux, mais on parle beaucoup moins de ce qui se passe au niveau des pratiques quotidiennes de beauté des jeunes personnes issues de l'immigration. Donc quand je présentais mes recherches il y a plus de 10 ans, quand je commençais mes recherches il y a plus de 10 ans en France, on me disait « mais de qui vous parlez ?» Je parle d'une partie de la population française, une personne sur 5 est issue de l'immigration, donc je parle de ces personnes-là. Et quand je suis arrivée en Allemagne, on m'a posé la question, mais mes collègues académiciens m'ont dit, du milieu académique m'ont dit, mais la beauté, c'est un sujet, ça ? Un sujet de recherche, ça ? Est-ce que c'est suffisamment sérieux ? Donc c'est vrai que je comprends bien votre initiative d'essayer de mettre en valeur ces recherches que nous, on mène sur le terrain pour comprendre ces pratiques. Parce que je suis persuadée que moi, les pratiques esthétiques, elles renvoient à des questions individuelles et sociales beaucoup plus profondes. C'est ce que j'essaierai de présenter dans mes recherches, qui confrontent chacun à sa place dans la société. Quand mon corps, mes cheveux, ma couleur de peau renvoient irrémédiablement à ma différence, et que malgré le fait que je suis souvent née et scolarisée en Europe, et que je me sens 100% française ou allemande, on me pose toujours la question de d'où tu viens.
Et puis, parce qu'un certain nombre de ces pratiques de mise en beauté, justement attribuées à des jeunes femmes issues de l'immigration, font l'objet de débats publics de plus en plus virulents, sans qu'on essaie de déconstruire et de comprendre ce qui se passe derrière, et surtout, quel est le sens que les acteurs donnent à leurs actions et à leurs comportements et à leurs pratiques. Donc j'aimerais donner quelques clés de compréhension, en tout cas de ce que moi j'ai entendu sur le terrain. Je vais vous présenter 3 terrains. Je vais surtout insister sur le premier qui est en France. Donc j'ai mené des recherches d'abord dans le 93, ensuite à Berlin, et puis ensuite à Dakar. Et au fur et à mesure de mes enquêtes, en fait, je me suis d'abord intéressée aux dimensions individuelles, presque psychiques ou ethno-psychiques des comportements. Puis après, je me suis éloignée de l'individu et j'ai regardé plutôt les dimensions générationnelles, familiales des comportements. Et puis, en décentrant mon regard, quand je suis partie de la France et que j'ai regardé la France et ces jeunes femmes depuis l'Allemagne, je me suis posé d'autres questions aussi sur la façon dont la France gère la différence, ou la façon dont l'Allemagne gère la différence. Et puis en fait, ce sera, j'espère, ce que j'aimerais bien arriver à souligner en fin de présentation, c'est que finalement, les injonctions que ces jeunes femmes vivent en France, en Allemagne ou à Dakar, j'en parlerai à la fin, finalement, c'est pas tant une illustration de comment elles gèrent les difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans le quotidien, mais c'est aussi un tableau ou un miroir de nos sociétés, dans notre capacité ou pas à accueillir la différence. Alors, donc je vais commencer par ma première enquête, qui en fait, j'avais pas mal baroudé avant, je viens pas classiquement du monde académique, j'ai fait d'autres métiers avant, et en 2003, je suis arrivée en Seine-Saint-Denis, à Paris 13. Et donc j'ai repris des images à la fois de mes étudiantes, mais aussi voilà, des images qu'il y a sur le site de l'université. Et ce qui m'a frappée, je connaissais assez bien les produits cosmétiques, mais ce qui m'a frappée, c'est l'inventivité quotidienne de ces jeunes femmes. Que ce soit la coiffure, que ce soit le fard à paupières assorti au foulard, que ce soit les tresses, que ce soit les mains voilà, au henné, enfin, tous les jours pratiquement, j'avais devant moi énormément d'inventivité, énormément de créativité, et je me suis posé la question de pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passait. Et en fait, il y a eu vraiment un moment un peu phare, ça a été la rencontre avec cette étudiante, j'arrive pas bien, voilà, Wafa. Alors c'est pas elle, j'ai repris une image de mon livre d'ailleurs, je vais faire mon petit moment publicitaire sur mon livre qui est là. Voilà, Wafa, c'est la seule dont j'ai pas changé le prénom. Pardon, juste les livres, vous les trouvez aussi à la sortie, il est en vente. Beauté ethnique sous tension. Voilà, si vous êtes intéressé. Bon, je préfère beauté sous tension, mais bon. Et donc, Wafa, c'était la meilleure étudiante dans mon groupe, dans un de mes groupes. Et Wafa était très à la mode, elle était toujours très bien habillée, toujours très bien maquillée. Elle avait toujours les cheveux très bien entretenus. Et puis un jour, elle est arrivée avec un foulard. Et à la sortie du cours, qui était assorti à son fard à paupières et à son rouge à lèvres, et donc à la fin du cours, je l'ai interrogée sur pourquoi, comment, qu'est-ce que ça voulait dire pour elle, etc. Et ça a été le début de mes enquêtes. Et je me suis dit, parce qu'elle me disait des choses que je n'avais jamais entendues, ni dans la presse, ni à la radio, voilà, elle me racontait pourquoi. Et je me suis dit, il faut que j'aille faire des entretiens, que je comprenne. Est-ce que c'est elle, Wafa, ou est-ce qu'il y a d'autres femmes ? Et donc j'ai passé pas mal de temps, en fait, à recruter chez mes étudiantes, mais aussi à l'extérieur de l'université, heureusement. J'ai passé pas mal de temps à faire des entretiens individuels où j'ai posé des questions très simplement, depuis que vous êtes petite, comment vous utilisez des produits, c'est quoi les ingrédients que vous utilisez, quels sont les rituels de beauté, très simplement. Voilà. Et je l'ai laissé parler. C'était très ouvert comme entretien, je n'ai pas du tout bloqué la conversation, je l'ai laissé parler pendant 1h30, 2 heures sur elle et sur leur pratique de beauté. Et ce qui m'a frappée, c'est au milieu de tous ces discours, sortait toujours cette question de qui je suis. Alors, elles étaient entre 18 et 25 ans à l'époque, j'ai commencé en 2006 à les interroger,
Et elle disait en permanence, ben voilà, ce genre de citation que je reprends dans mon livre à la page, à une des pages. Nous, on navigue entre deux cultures, on se fabrique notre identité. Au pays, on ne se maquille pas, on essaye d'être discrète, mais tout le monde voit que l'on n'est pas algérienne, qu'on est française. Donc ça, c'était une des jeunes femmes d'origine algérienne. Et puis d'autres me disaient, par exemple, après un défrisage, mes cheveux volent dans le vent, je ressemble à Claire Chazal et je m'en occupe avec plaisir. Au fur et à mesure qu'il refrise, je m'en occupe de moins en moins. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment du défrisage et quel est le standard de beauté auquel on veut aspirer, auquel on veut se rapprocher? Une autre me disait, voilà, vers 14-15 ans, je suis passée par une phase de questionnement sur mes origines. Une amie m'a emmenée à Strasbourg-Saint-Denis, j'ai découvert tous ces produits. Subjectivement, ça m'a fait du bien de voir tous ces produits. Et donc, en permanence, au milieu des entretiens, arrivait cette question de, en fait, je suis française, mais je suis 100% française. Mais il y a des moments où je suis pas 100% française. Et donc, elle naviguait en permanence dans les entretiens entre d'ici, ouais, je suis vraiment d'ici, mais en fait, je suis pas tout à fait d'ici. Je suis pas d'ici complètement, mais je suis de là-bas, mais je suis pas tout à fait de là-bas non plus, parce que souvent, elles n'ont pas été au pays, ou elles y vont très rarement. Et en fait, quand elles y vont, on leur dit qu'elles sont françaises. Donc cette ambivalence et ce regard permanent qui les questionne sur elles-mêmes, qui n'est pas seulement un regard qui vient d'elle-même, enfin qui vient de l'extérieur, mais aussi d'elle-même, des moments où il fait froid, je trouve pas les produits dans le magasin, je trouve pas le coiffeur, il sait pas me coiffer, voilà, là je suis pas tout à fait d'ici, je suis de là-bas. Donc j'ai essayé de regrouper en fait ces ambivalences dans ce carré que j'ai appelé le carré de l'identité. Je me suis basée sur les travaux de sémioticiens, mais je vais pas parler d'auteurs, on m'a interdit de parler trop d'auteurs, donc je ne vais pas parler trop d'auteurs. Mais ces sémioticiens, ils ont parlé d'un carré sémiotique de localisation spatiale, et je trouvais que ça correspondait assez bien à ce qu'elles me disaient, c'est-à-dire d'ici, de là-bas. Oui, ça, elles sont tout le temps en train de balancer entre ça. Mais il y a aussi vraiment des moments où elles ne sont pas d'ici, mais aussi d'autres moments où elles ne sont pas de là-bas. Donc, où est-ce que je suis, en fait? Si je suis tout le temps entre plusieurs trucs. Et donc à chaque fois, elle m'expliquait. Donc j'ai essayé de retrouver les verbatims. Par exemple, quand je suis d'ici, je me fonds dans la société française. Toutes me disent qu'elles sont françaises. On est né ici, c'est notre pays. Je vais chez Sephora comme mes copines. Voilà, je suis comme tout le monde. Mais il y a des moments où je recherche les gens du pays. J'aime utiliser les produits issus de ma culture. Je suis fière de mes origines. Enfin, cette ambivalence. Et donc, par exemple, alors ce qui m'intéressait avec ce carré, c'est de reprendre par exemple une longue citation, je ne vais pas tout vous détailler, mais en fait de Mélissa, qui est d'origine haïtienne, qui n'est jamais allée à Haïti et qui raconte, voilà, dans une seule phrase, qui raconte l'ambivalence, les passages. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est de prendre ça, ces ambivalences, et de les faire circuler sur le carré. C'est-à-dire qu'elle commençait en permanence à me dire, voilà, moi je suis vraiment d'ici, voilà, je vais utiliser tel produit, etc. Donc elle dit par exemple, on est français, on consomme comme tout le monde, les produits sont les mêmes, on s'habille comme tout le monde, hors d'hiver, on met des bottes et pas des tongs. Voilà, on est d'ici, on est vraiment habitué. Et puis, dans la même phrase, elle continuait, mais en même temps, c'est vrai que des fois on a besoin de manger des choses du pays, ou de faire des choses qui sont du pays. Des fois, on a des besoins spécifiques. C'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut pas aller chez les mêmes coiffeurs. Il n'y a pas de coiffeur mixte européen-africain. Ça n'existe pas. Mais des fois, on a envie de se sentir de là-bas. Donc, un premier basculement dans la phrase, puis ça continue. Mais on n'est pas vraiment de là-bas. Finalement, on est de là-bas, mais on n'est pas vraiment de là-bas. Parce qu'on est plus française. Donc, un jour, on veut être au pays, mais on ne connaît pas, on est français, puisqu'elle n'a jamais été à Haïti. Mais en même temps, on n'est pas vraiment français. Donc tout ça, c'est dans la même phrase. On est haïtien. Mais finalement, on n'est pas de là-bas, parce qu'on n'est pas vraiment haïtien non plus. On ne parle pas bien le créole, on n'a jamais vécu là-bas, on ne peut pas vraiment en parler avec tout le monde. Donc elle finissait la phrase en disant, on est plus française. Donc,
moi, ça m'a intéressé de voir comment elle circulait sur ce carré et à quel point les phénomènes étaient dynamiques, changeants en fonction de la journée, en fonction des gens autour d'elle, en fonction de quelles pratiques elles mettaient en œuvre. Est-ce qu'elles sont à l'université? Est-ce qu'elles sont dans la rue? Quel moment de l'année? L'hiver, c'est plus dur. Quel moment est-ce qu'elles ont eu des réflexions racistes? Voilà, des moments où il y a eu quelque chose qui déclenchait le passage. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est une beauté sous tension, parce que, en fait, elles se posaient tout le temps la question dans cette période-là de leur vie, dans ce moment du passage à l'âge adulte, 18-25 ans, d'où suis-je, où est la maison, on est entre deux, c'est enrichissant mais compliqué à la fois. Donc dans les bons jours, c'est enrichissant, et dans les mauvais jours, c'est compliqué, c'est fragilisant, c'est difficile, voilà. Donc à partir de ça, de cette tension, je me suis posé plein de questions différentes, en fait. D'abord, je me suis posé la question des rituels de beauté. Est-ce qu'ils circulaient de la même manière? Est-ce qu'ils pouvaient aider les passages? Est-ce qu'ils pouvaient les atténuer? Est-ce qu'ils pouvaient être un refuge, en fait, dans les moments où c'est difficile d'être tout ça en même temps? Et donc, la première chose que je leur ai posée, c'est je leur ai montré des produits qu'elles me citaient en permanence dans les entretiens, des produits, donc plein de produits différents qu'elles m'avaient cités, des marques, donc j'avais toute une liste de marques, je leur demandais de les poser sur d'ici, pas d'ici, de là-bas, pas de là-bas, voilà, donc je leur avais fait toute une liste, et puis chacune cochait, est-ce que Nivea par exemple, est-ce que c'est d'ici, est-ce que Pink c'est de là-bas, voilà. Et puis il y avait la case ne sais pas. Et donc pour chacune des femmes, puis je leur ai posé aussi la question des lieux de consommation. Est-ce que Château d'Eau, Château Rouge, assez logiquement, est-ce que c'est de là-bas? Est-ce qu'Auchan c'est d'ici? Il y avait le supermarché Istanbul aussi, parce que j'avais une jeune femme d'origine kurde, turque. Voilà. Et puis les ingrédients aussi, puisqu'elle me parlait beaucoup de différents ingrédients cosmétiques, que ce soit l'huile d'argan, le beurre de karité qui est très important, les feuilles de henné, la noix de coco, le rassoul, voilà. Et donc, je leur ai demandé, et chacune, je leur ai construit un carré de la beauté, où je mettais, en fait, sur ce carré, donc c'est le chapitre 5, je crois, de mon bouquin, où pour chacune de ces femmes, j'ai créé une carte, en fait, une carte des produits qu'elles associaient à d'ici. Donc, par exemple, là, il y en a une qui associe Elseve à d'ici. Donc pour elle, c'est vraiment pour les femmes d'ici. Alors elle caractérise les femmes d'ici avec des cheveux blonds, la peau rose, le teint clair. Voilà. Donc il y avait différents critères qui leur permettaient de dire que c'est les femmes d'ici. Parfois c'était donc d'autres marques comme Soft Carson, Dark and Lovely de là-bas, ce qui n'est pas tout à fait étonnant. Mais il y avait aussi le marché de Saint-Denis, où là on peut retrouver tous les cousines, la famille. Il y avait aussi des produits comme Miss Antilles, où elle ne savait pas trop où les placer, donc c'était pas d'ici, mais c'était pas vraiment de là-bas non plus. Le henné, le rassoul. Voilà. Et Ushuaïa, c'était intéressant parce que finalement, c'est un produit qui a un nom exotique, mais finalement tellement pas de là-bas que c'est pas vraiment fait pour elle. En fait, c'est un peu trompeur sur ce que c'est que là-bas. Elle trouvait que c'était un peu trompeur. C'était pour les femmes européennes qui voulaient un peu d'exotisme. Voilà, donc j'ai fait des cartes comme ça, et je me suis posé la question, est-ce que ces objets de consommation, ces ingrédients, même ces lieux, est-ce que ça peut pas être un lien, ou un lieu, ou un pont, en fait, entre différentes parties de leur personnalité, et que ces objets, finalement, permettaient de faire le lien entre ces moments où je me sens d'ici, ces moments où je me sens de là-bas, pas d'ici ou pas de là-bas. Est-ce que ça ne peut pas servir pour faciliter finalement le travail de reliaison en ethnopsychiatrie, mais je crois qu'on en parlera encore tout à l'heure. En ethnopsychiatrie, les objets, ces rituels de beauté, ces objets liés à des rituels de beauté peuvent être recommandés pour faciliter le métissage des référents culturels quand il n'y a pas eu de transmission, par exemple, d'une culture d'origine ou d'une vision fantasmée d'une culture d'origine. Voilà. Bon. Donc les produits, pour moi, jouent un rôle dans les passages entre positions. Et puis je me suis posé cette question de pourquoi, en fait, pourquoi à certains moments,
dans la journée, dans l'année, dans leur vie, il y a ce besoin de revenir vers là-bas, de se sentir pas d'ici et de revenir vers là-bas. Je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que c'est une faillite de notre système assimilationniste français? Est-ce que c'est une faillite du système éducatif français? Est-ce que finalement, c'est pas lié à la famille qui empêche l'intégration? Enfin, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis aussi posé la question de la nostalgie. C'est un médecin alsacien qui a posé cette notion de nostalgie, le Heimweh. C'était une maladie ethnique au départ, c'était les mercenaires suisses qui étaient atteints de nostalgie et qui finalement ne pouvaient être guéris qu'en rentrant au pays, parce que sortir du pays c'était trop dur. Donc je me suis dit, c'est peut-être une forme de nostalgie, ou est-ce que c'est pas plutôt un mécanisme générationnel? Il y a un historien aux États-Unis assez tôt qui a dit, il y a une loi, la loi qu'on a appelée la loi de Hansen, ce que le fils veut oublier, le petit-fils veut se rappeler. Peut-être que c'est ça, et là on est à la 2e et non pas à la 3e génération. Bon, c'est peut-être ça. Et puis je me suis dit, il faut que je comprenne. Donc je suis retournée dans les familles, je suis allée dans des familles, rencontrer les mères et les filles. J'ai eu la chance d'être accueillie par 4 familles pendant 16 mois, où je venais pour des repas, je pensais faire des entretiens, mais en fait on dînait ensemble, on m'offrait le thé. Donc je suis rentrée dans une famille marocaine, une famille kurde, une famille tahitienne et une famille camerounaise. Et donc régulièrement j'allais les voir et je leur posais des questions sur leur rituel de beauté. Et ils m'ont accueillie avec énormément de générosité, je dois dire, parce qu'ils étaient tellement étonnés qu'une chercheuse s'intéresse à eux et à leur rituel de beauté. Et donc j'ai passé pas mal de temps, et voilà ce que me disaient les mères, par exemple. Donc ça, c'est la mère marocaine. Elle disait, j'ai essayé de faire ça, le rituel du hammam, de montrer ça à mes filles, mais avec le temps ou l'accélération du temps, avec le boulot et les enfants, avec le temps qui s'accélère, je n'ai pas le temps pour tout faire comme faisaient ma mère et ma grand-mère, mais j'ai essayé au maximum, j'ai fait le maximum, jusqu'à ce qu'elle soit devenue grande. Donc c'est évident qu'il y avait de la transmission, que la transmission était quelque chose de très important pour ces mères, de transmettre un rapport au corps, à la beauté, des rituels de beauté, mais qu'elles n'avaient pas toujours eu le temps, qu'elles étaient souvent avec beaucoup de choses à faire. La mère tahitienne expliquait, je l'ai massé avec le monoï de ma mère, donc elle ramenait, là il y a la bouteille de monoï qu'elle ramenait de Tahiti, fabriquée par sa mère au pays selon leur recette familiale de fabrication du monoï, et elle massait ses filles, et ses fils d'ailleurs aussi, au monoï. Elle expliquait que ses filles maintenant préféraient les produits industriels, mais que de temps en temps, elles revenaient au monoï, même si ça sent très fort, parce qu'elles avaient parfois besoin du pays, et donc le monoï était une façon d'accéder au pays, qu'elles connaissent très mal, ou très peu. Famille camerounaise, sur le tressage, on avait beaucoup de sœurs à la maison, des cousines et tout. Voilà, on s'occupait, par exemple, mes cousines me faisaient des tresses, et elle explique, moi je mettais mes filles devant la télé, elles pleuraient, ça durait des heures, mais je leur tressais les cheveux. Donc il y a eu cette transmission familiale qui peut expliquer pourquoi parfois on a besoin de retourner vers des rituels de beauté. Il y a aussi une transmission des interdits, un rapport au corps, à la beauté. Donc certaines femmes disaient, nous, chez nous, à notre époque, les parents, ils étaient très durs avec les filles, les jeunes filles, elles ne sortaient pas comme ça. Ou avant le mariage, on n'avait pas le droit de se maquiller, il fallait garder la beauté pour le jour de ton mariage. Ou je n'avais pas le droit de couper mes cheveux, car les cheveux, c'est ce qui fait la beauté de la femme tahitienne. Donc tout ce rapport au corps, à la beauté, ces interdits sont transmis dans les familles et expliquent une partie du processus. Et puis une dernière partie qui est aussi expliquée les processus, c'est les remarques du quotidien, dont elles m'ont beaucoup parlé, mais toujours avec beaucoup d'humour. Et en fin d'entretien, toujours cette question de d'où tu viens, mais vraiment. Non, d'accord, t'es né à Saint-Denis, mais vraiment d'où tu viens. Et qui ramène en permanence à la différence. Doua me racontait que quand elle avait eu un stage dans une entreprise,
on lui avait demandé, mais vous êtes de quelle origine? Ah bah, je suis d'origine marocaine. Il ne faudrait pas que ça se sache. Enfin, ces petites phrases, ou le fait qu'il n'y ait pas d'offres dans les magasins qui renvoient à la différence en permanence. Voilà. Bon, elles en parlent, elles, comme un besoin existentiel, c'est-à-dire il n'y a même pas, il y a vraiment pas le choix, en fait. Besoin existentiel de revenir vers cette histoire, vers ce passé, vers ce pays qu'elles n'ont pas connu ou très mal, hein, mais c'est un besoin existentiel, et si on ne savait pas, c'est comme si on était né sous X, c'est une recherche sur soi. Donc c'est très fort, hein, très profond. Si on m'enlevait ça, on serait trop intégré à la société française, il nous manquerait une partie de nous. Perdre sa culture, c'est quand même grave, parce qu'on a besoin de savoir d'où on vient. Juste pour avancer, il faut avoir des repères. Et elle différencie ça bien de la nostalgie, parce que c'est une envie de connaître. On ne connaît pas un pays, mais on vient de ce pays, on a envie de savoir, et on a envie de pouvoir partager avec d'autres aussi sur ce pays, qui fait partie de son ADN. Donc moi j'ai appelé ça, en fait, cette consommation liée à ces moments, la reculturation par la consommation. Je me suis inspirée de un ethnomusicologue et un ethnologue, hein, qui ont parlé de reculturation, et je trouvais que ça correspondait bien à ce qu'elle disait. Par exemple, quand on peut faire ça, eh ben, il y en a une qui disait on est rechargé parce qu'on a mangé un bon plat marocain, on est rechargé parce que l'on a fait toute une cure cosmétologique traditionnelle, on est rechargé parce qu'on a passé de la musique orientale et qu'on a dansé dessus pendant des heures. Voilà, d'autres qui disent je vais essayer de prendre un billet d'avion, allez hop, je pars, hein. Ou je regarde un reportage sur le pays et hop, ça passe. Après, je me dis, c'est pas si mal de vivre ici. Donc, ces moments-là, je vais trouver des objets de consommation, des rituels de beauté, des produits alimentaires, etc., qui vont me permettre de repartir, hein, de me ressourcer pour affronter le quotidien. Voilà, donc j'ai appelé ça la consommation reculturante, un peu compliqué, mais bon, qui concerne cette quête identitaire, hein, consommer comme là-bas, ou comme on imagine qu'ils consomment là-bas pour entretenir cette partie de soi, pour se retrouver et se ressourcer. Donc c'est l'ensemble de ces comportements de consommation qui permettent à cette jeune femme de se reculturer au quotidien et au moment de ses crises de vie. Elle est nécessaire, cette consommation, au processus de construction identitaire des jeunes femmes. Elle correspond à une phase de la construction identitaire, phase où elle ne se sent pas d'ici, où elle veut sentir de là-bas. Et elle permet de nourrir le sentiment de continuité et se développe à côté ou parallèlement à la consommation nostalgique. Moi, ce qui m'intéressait dans cette consommation, c'est qu'elle expliquait en partie la créativité, l'inventivité, en tout cas de mon point de vue. Si j'ai besoin en permanence de retrouver des éléments, j'ai besoin d'être dans l'hybridité, en fait. J'ai besoin de mélanger les objets, ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer, ma façon de me maquiller, tout ça, c'est un ensemble de pratiques qui vont me permettre de mélanger et de créer mon hybridité à moi, qui me permet de moi me positionner dans la société avec ce que je suis moi, avec tous mes aspects, hein, qui ne sont pas seulement liés au pays d'origine, mais qui peuvent être aussi générationnels, qui peuvent être liés à ma classe d'âge, qui peuvent être liés à plein d'autres choses. Moi, je travaille sur le lien avec le pays d'origine. Bon. Ah zut, ça s'est mis dans le mauvais sens. Alors là, je ne suis pas... Bon, c'est le signe qu'il faut que je me dépêche. D'accord. C'est peut-être là qu'il faut appuyer, là, à gauche. Là. Je pense que là, on est à droite. Oh, là, regarde, là, à gauche. Là. Non, tout à l'heure, il y avait un truc qui est apparu ici. Ah. Hop, voilà. Voilà. Bon, à partir de 2010, hein, j'expliquais tout à l'heure, je suis arrivée à Berlin. Berlin, c'est à la fois autre chose comme ville, hein, que Paris et la région parisienne, mais c'est aussi un autre concept, un autre contexte de migration. Hein. La France est un ancien pays de migration. L'Allemagne est finalement un assez récent pays d'immigration. Ça a été longtemps un pays d'émigration. Il y a eu beaucoup d'Allemands qui sont arrivés en France, par exemple. Alors que nous, depuis longtemps, on a accueilli beaucoup de monde, hein, sur le territoire. Mais ils ont un passé quand même colonial, hein, donc les Besatzungskind ou les Afrodeutsch, les enfants
de couples germano-africains sont présents dans l'espace public, mais on n'a pas le même rapport à la nationalité, pas le même rapport à l'identité, je ne sais pas si on peut parler d'identité nationale. Voilà, donc c'était intéressant. Et puis, il y avait quelque chose d'autre intéressant, c'est ce concept de post-migration. Donc, deuxième coup de pub, voilà, le numéro spécial qu'on vient de coordonner avec ma collègue allemande Maren Möhring, qui est historienne à l'université de Leipzig. On a essayé de dresser justement un comparatif franco-allemand sur ces questions migratoires. Bon, et eux, les Allemands, en ce moment, en tout cas dans le monde académique, ils essayent d'imposer, ou en tout cas de faire circuler ce concept de post-migration, qui serait une espèce de pendant à un concept de post-colonialisme, c'est-à-dire de dire, finalement, on est dans des sociétés profondément structurées par l'immigration, c'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui est au cœur de nos sociétés et qui les transforme au cœur de la société. Et donc cette question de la post-migration m'a intéressée, et j'ai aussi enquêté en Allemagne, donc j'ai rencontré différentes femmes, mais vraiment mes recherches ont commencé quand j'ai rencontré Hadja Kitabe, donc qui est guinéenne, qui vivait depuis, elle est décédée entre-temps, mais depuis 28 ans à Berlin, et qui a monté une association, Mama Africa, contre l'excision, à la fois en Europe et en Afrique, en Guinée, puisque plus de 90% des femmes sont encore excisées dans son pays d'origine. Et elle fait des ateliers de couture, elle faisait des ateliers de couture et des petits déjeuners. Donc moi j'allais voir, je partageais ces moments-là, et par ce biais-là, j'ai rencontré des femmes et j'ai pu commencer à leur poser le même genre de questions que je posais en France, pour voir s'il y avait une grosse différence. Alors en termes d'offres de produits, il y en a encore moins quelque part qu'en France. C'est très dispersé dans Berlin. Il y a très peu de magasins. Tout est mélangé, la nourriture, les cosmétiques, etc. Donc elles ont dû se débrouiller encore plus quelque part qu'en France. Alors je les ai interrogées et je retrouvais le même genre de balancement identitaire. Alors Anne Chana est particulièrement intéressante parce qu'Anne Chana, donc c'est pas elle, j'ai repris une photo qui lui ressemblait, mais Anne Chana est née à Berlin-Est d'une mère allemande et d'un père tanzanien. Et donc, elle raconte son enfance et elle dit, oui, mais moi je suis berlinoise, bien sûr. En plus, elle est rentrée là de France il n'y a pas longtemps. Elle a vécu en France quelques années. Mais je me suis toujours sentie différente. À l'école, j'étais la seule. Les autres frottaient ma peau pour enlever la couleur. Ma mère ne savait pas comment démêler mes cheveux. Donc sa mère était allemande et ne savait pas comment démêler le cheveu crépus. Donc voilà, on retrouve ces balancements identitaires, ces questionnements, malgré le fait qu'elle se sente totalement berlinoise, ou même Hadja, qui au bout de 28 ans dit « oui, mais moi je suis guinéenne de naissance, je le reste, mais Berlin c'est ma ville, c'est là qu'ont grandi mes enfants et mes petits-enfants. » Donc elle est de là-bas, mais en fait elle se sentait beaucoup d'ici, enfin de Berlin. Donc je retrouvais les mêmes balancements identitaires, et aussi ces moments où il y a besoin de se reculturer par la consommation de produits cosmétiques notamment. Et donc Mouneissa, qui était de Côte d'Ivoire, me disait l'hiver ici c'est très dur. C'est vrai que c'est très dur à Berlin l'hiver. Mais j'ai la peau, les cheveux très secs, dehors il fait très froid. Alors je prends une douche chaude, chaude, chaude. Et je m'enduis de beurre de karité. Je reste des heures comme ça sous la douche, après ça va mieux, c'est comme un médicament de l'âme en fait. Donc on retrouve l'importance du rituel de beauté pour se ressourcer, pour se reprendre des forces dans le quotidien. Et puis elle me parlait de Paris comme un pont entre l'Afrique et Berlin. Paris c'est presque l'Afrique, Elle me disait, tu vas à Château-Rouge, tu vois la famille, la cousine. Certaines d'entre elles avaient ouvert des boutiques à Berlin parce qu'il n'y avait pas d'offres, et elles prenaient leur voiture, elles allaient chercher des produits ici, enfin à Paris. Et puis, elles revenaient et elles faisaient leur petit business pour fournir la communauté qui n'avait pas le produit. Et puis ça, c'est toujours Anne Chana qui cite « À Berlin, je me sentais noire et petite. À Paris, tout d'un coup, comme par un coup de baguette magique, je me suis sentie blanche et claire, avec tous ces Maghrébins et Africains.
Donc on voit Paris, le lien entre Paris et Berlin et comment le corps qui se déplace, la beauté qui se déplace, comment elle se vit, hein, cette beauté, quand elle change d'endroit. Et puis Hadja qui avait ouvert cette boutique, j'allais à Paris en voiture acheter des stocks et je revendais à Berlin, il n'y avait rien à l'époque. Voilà. Dernier terrain tout récent, je me suis dit, il faut que j'aille voir à Dakar. Il faut que j'aille voir en pays de départ. Et donc, je suis partie en novembre l'année dernière, en 2017, ouais, pour un mois à Dakar et à Bamako. Et j'ai suivi Ashley, qui est en bas à gauche. Là, c'est vraiment elle, c'est sa photo. Et j'ai rencontré des étudiantes, dont certaines, celle qui pose là avec son hijab. Elle me parlait de son hijab disco. Donc pour elle, c'était une façon d'être en couleur, hein, mais de ne pas dépenser de l'argent sur son soin et ses tresses, etc., sur le soin des cheveux. Donc j'ai interrogé ces femmes et puis j'ai interrogé leur mère. Hein, et là, on est face à d'autres injonctions, hein, parce qu'on est encore dans une société quand même assez traditionnelle, hein, avec les problématiques de polygamie, donc comment je retiens mon mari, et puis les problématiques d'éclaircissement de la peau, qui est une pratique quand même très fréquente, très diffusée. Donc là, j'ai aussi circulé chez les coiffeurs, hein, chez les tailleurs, dans les marchés, parce que là, c'est là que se fait la beauté, surtout chez les tailleurs d'ailleurs. C'est ce monsieur là que vous voyez sur la photo, il vous taille une robe sur catalogue pour à peine 10 €. Magnifiquement faite, bon, quand il y a de l'électricité, et donc en haut à droite, on voyait ce soin porté aux cheveux. On va chez le coiffeur très facilement, même si tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc en conclusion, moi ce que je voulais montrer, c'est que il y a des dimensions individuelles, donc quand tu t'en parlais tout à l'heure Eva, il y a des dimensions familiales, il y a des dimensions générationnelles, de la beauté, mais il y a aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est bon, elles sont face à des injonctions, on est toutes, en tant que femmes, face à beaucoup d'injonctions, on le sait, mais ce qui m'intéressait, moi, finalement, en conclusion, c'est de voir que ces injonctions, c'est un espèce de miroir de nos sociétés. C'est finalement, est-ce que nos sociétés sont capables enfin, quelle est la position de la femme dans ces sociétés ? Quand on est un peu différente, quelle est la capacité de la société à nous accepter, à nous intégrer, à nous considérer dans la normalité. Voilà, donc j'ai commencé par des femmes, hein, et j'ai envie de finir avec nos sociétés et notre capacité, nous, à accepter la différence. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très passionnante. Donc, on passe au deuxième intervenant. Avant des questions, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser après. Merci beaucoup. Vous pouvez les noter quelque part. Voilà. Donc, merci, docteur Patrick Knipper, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur de vous accueillir aussi. Vous êtes chirurgien plasticien esthétique, exerçant à Paris et très régulièrement aussi en mission humanitaire avec l'association Interplast France Chirurgie Sans Frontières, dont vous êtes président. Donc, si vous voulez aussi nous dire exactement après dans quel pays vous avez intervenu, je sais que vous avez travaillé en Afrique, en Asie, mais vous pouvez préciser si vous voulez par la suite. Donc, bon, on se connaît depuis des années déjà, je connais votre travail, on est déjà intervenus ensemble dans d'autres conférences et c'était toujours passionnant d'assister à vos présentations. Je vous invitais, puisque du coup ça m'a intrigué, votre intérêt que vous avez développé aussi vis-à-vis de l'ethnopsychiatrie, comme Virginie Silat-Dercourt. Et donc,
aussi cet intérêt vers l'ethnopsychiatrie réfléchit vos sensibilités en tant que praticien, en tant que docteur, et votre approche particulière aux populations en mission humanitaire. Vous cherchez des fois la collaboration avec des praticiens autochtones et vous vous souciez des mondes invisibles qui sont liés à l'apparence du corps, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Donc, si vous voulez en savoir plus, je renvoie à l'autobiographie écrite par le docteur Knipper intitulée « Peau de chagrin, la chirurgie plastique au service de l'humanité » qui était publiée en 2007 chez Michel Lafon. Et donc aujourd'hui, vous vous concentrerez sur deux concepts. Vous pouvez élargir bien évidemment. Donc la chirurgie esthétique humanitaire et l'ethnochirurgie selon votre pratique de médecin. Donc en mission humanitaire, vous avez 40 minutes pour développer vos propos et ensuite on passera au débat avec le public. Merci. Merci Eva. Merci aux courageux qui sont restés. Merci Eva, merci Marion, merci Camille pour ce séminaire Corps et Beauté. Effectivement, comme le disait Madame Silhouette d'Hercourt, c'est sûr que c'est un espace de recherche passionnant pour tous ceux qui sont intéressés par le corps et la beauté. Donc aujourd'hui, on va parler des esthétiques du monde. Moi, je ne suis pas ethnologue, je ne suis pas sociologue, je ne cherche pas. Je vais simplement essayer de vous relater une expérience qui m'est arrivée au cours de mon cursus. J'ai essayé d'enlever le maximum de diapositives un peu violentes parce que je fais de la chirurgie plastique. Mais c'est fort de cette expérience et de ce petit parcours que je me suis interrogé, que j'ai fini par m'interroger sur des notions comme l'esthétique. Alors, la chirurgie esthétique humanitaire est venue après ce concept d'abord de la chirurgie plastique. Moi, je suis plasticien, je fais de la chirurgie plastique et dans notre spécialité, on fait de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Ce qui est très important, c'est de bien différencier la reconstruction, quand le corps est abîmé, quand il y a une amputation, on va la réparer. La chirurgie plastique, c'est quand on va refaire la plastique du corps, par exemple après un cancer du sein, on va refaire une plastique. On peut vivre sans un sein, mais la plastique va essayer de redonner une identité. Et puis il y a aussi la troisième dimension à cette chirurgie qui pour nous est importante et capitale et qui avec mon expérience au cours des années a été même vitale, c'est la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, c'est celle que vous voyez dans les magazines malheureusement, qui est toujours pourvoyée et qui est présentée de manière un petit peu caricaturale et dont on va essayer de parler. Donc je vais vous présenter quelques définitions qui sont importantes à mes yeux. La chirurgie plastique, c'est à la fois la reconstruction, la plastique et l'esthétique. On appelle ça la chirurgie plastique. Alors pourquoi faire de la chirurgie plastique humanitaire? Bon, comme beaucoup de collègues, on fait de l'humanitaire. Alors faire de l'humanitaire, ça ne veut pas dire spécialement partir en Afrique très loin. Hein. Dans l'intimité de nos cabinets, on a plein de confrères qui font de l'humanitaire. Le terme humanitaire, c'est un terme marketing qui est très vendeur, mais on fait tous de l'humanitaire avec votre voisine. Mais pourquoi partir en mission? Parce que 80% de la demande en chirurgie plastique dans le monde se fait vraiment au village, en brousse, dans les pays en voie de développement. 80% de la demande en chirurgie plastique se fait en situation précaire. Donc au début, comme beaucoup de chirurgiens, de médecins, je suis parti avec des ONG, travailler dans des grandes capitales, Dakar, Cotonou, Lomé, etc. Et puis petit à petit, je me suis vite aperçu que les patients finalement qui en avaient vraiment besoin étaient en brousse, à la campagne, et qui n'avaient pas les moyens de venir. C'est pour ça que volontairement, j'ai décidé de mettre les équipes en immersion. C'est-à-dire que je me suis dit, on va peut-être changer le cursus et on va peut-être aller où sont les patients, où est la vraie demande, c'est-à-dire en brousse. Donc on a décidé de se mettre en immersion complète au niveau des villages pour répondre directement aux besoins des patients. Les patients étaient là. Il faut que vous imaginiez que les patients ne vont pas dans les grandes villes en Afrique pour se faire soigner,
parce qu'ils n'ont pas 3 € pour prendre le taxico pour aller à l'hôpital. Et puis l'hôpital en Afrique a une très mauvaise réputation, donc les gens restent au village. Donc on a utilisé tous les moyens pour se déplacer et pour essayer d'aller au plus près des villages. Et on a répondu tout de suite à un concept d'autonomie. Donc je vais très vite. Hein. L'autonomie, ça veut dire qu'on arrive avec tout notre matériel. Je voyage avec 200 kg de matériel, des malles spéciales. On a tout, de la première compresse jusqu'à la dernière compresse. On voyage même, comme vous voyez sur la diapositive, avec nos stérilisateurs. Les missions, c'est toujours pareil. On arrive dans un endroit, la mission a été préparée par des confrères locaux ou bien par des ONG d'agriculteurs. Enfin, on a tout un réseau au niveau des villages qui vont préparer par la radio, par l'information de notre venue et qui font une présélection. On arrive, on consulte. Ce sont des consultations très colorées, vous pouvez imaginer. 200, 300, 400 personnes. On est obligé de faire un tri, une sélection, qui, ça peut être aussi difficile sur le plan éthique pour nous. On monte le bloc opératoire. Aujourd'hui, on monte un bloc opératoire en 2 heures. Alors, un bloc opératoire, c'est un bloc opératoire comme à Paris. Hein. Je travaille avec les mêmes instruments, avec la même rigueur. Il n'y a que l'environnement qui est différent, mais pour la chirurgie que l'on fait, ça se passe assez bien. Donc, on travaille généralement très tôt le matin, très tard le soir. On travaille toute la journée, vous voyez, dans des conditions. Alors, comme je vous le disais en préambule, moi, je n'ai pas cherché, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas allé là-bas chercher quelque chose. J'ai simplement fait mon travail, mon métier, modestement. Je le fais à Paris, je le fais aussi en Afrique. Pour moi, c'est la même terre, hein. Ce sont les mêmes patients. Un chirurgien plasticien travaille partout. Cependant, dès le début, j'ai vu que j'étais assez mauvais. Très vite, je me suis rendu compte que toute la chirurgie que je faisais, aussi sophistiquée soit-elle, aussi belle soit-elle, ne répondait pas entièrement aux besoins des patients. Alors je vous présente mes interrogations. Tout de suite, au village, je me suis aperçu que déjà la demande était énorme. C'est-à-dire qu'un plasticien aujourd'hui, un chirurgien, peut travailler 12 heures par jour pendant 30 ans. Si je partais pendant 30 ans travailler, je travaillerais 12 heures par jour. Je n'aurais pas épuré toutes les pathologies que l'on trouve dans les pays en voie de développement. Vous ne pouvez même pas imaginer. La demande a été tout de suite différente. C'est-à-dire que les pathologies que l'on rencontrait étaient complètement différentes. L'environnement est différent. Donc déjà, il a fallu que le plasticien parisien que je suis, éduqué dans les universités parisiennes, change son univers. Parce que moi, j'ai été éduqué, stéréotypé, standardisé, avec un internat de chirurgie qui, au demeurant, est excellent. On a une médecine qui est fabuleuse, mais qui n'est pas adaptée à ce type d'environnement. Donc il a fallu travailler dans un environnement différent. Il a fallu surtout travailler avec des populations différentes. Du jour au lendemain, Madame Delcourt, on parle de noir, de blanc, on parle de couleur, on parle d'esthétique, etc. La culture surtout a été différente. Et pour ça, pour moi, ça a été un premier sursaut parce que je ne comprenais rien au début. Je pensais avec ma greffe de peau, ma technique chirurgicale, je pensais pouvoir soigner, etc. Et il a fallu que je m'interroge. Et c'est là que j'ai découvert l'ethnopsychiatrie, hein, qui m'a beaucoup aidé. Les maladies sont différentes. C'est-à-dire que ce que vous pouvez imaginer à Paris, ce n'est pas forcément ce qu'on trouve dans ces régions-là. Et surtout, ce qui a été pour moi une source d'interrogation, ça a été la représentation de la maladie. Parce qu'une fente labiale, comme vous voyez ici, c'est une maladie congénitale. On l'apprend dans nos hôpitaux, on sait quelle est l'origine. Mais ce qui a été amusant, entre guillemets, et surprenant pour moi, ça a été qu'est-ce que représente cette fente labiale là-bas? Quelle est la représentation de ce corps ou de cette mutilation de corps? Parce que la vraie question que se posent les patients, notamment en Afrique, j'ai testé ça un peu partout sur pratiquement tous les continents, mais la vraie question que se posent notamment les Africains, c'est pourquoi. C'est-à-dire que quand ils ont une pathologie, ils comprennent que vous allez l'opérer, ils comprennent que vous allez la réparer, ils sont percutants sur la thérapeutique, le soin, etc. Il n'y a aucun problème. Mais la vraie question à laquelle moi je ne peux pas répondre, avec mes techniques aussi sophistiquées soient-elles, c'est pourquoi. Docteur, je comprends ce que tu me dis, je comprends ce que tu vas faire, mais pourquoi c'est moi qui ai ça? Cette notion de culpabilité qu'on a nous ici, en Europe, pourquoi j'ai fait ça au bon Dieu? Eux, c'est pourquoi. En fait, la vraie question, c'est pourquoi c'est moi qui ai cette pathologie? En gros, pour caricaturer, quel sort m'a été jeté? Qui m'a jeté ce sort, etc. Et donc nous, avec notre médecine moderne, on n'arrive pas à tout traiter. Nous, avec la médecine moderne, on traite le visible,
Donc pour guérir les patients, donc là je vous résume en 2 phrases un travail qui pour moi a pris 15 ans, c'est que pour guérir des patients, il a fallu que je m'attarde à traiter la partie visible, ça c'est mon job. Le plasticien, il va réparer, il va reconstruire, il va traiter son patient sur la partie visible, et puis la partie invisible, eh bien ça c'est le tradipraticien. Et ça a été pour moi une source d'interrogation. Alors, je vous rassure, on n'est pas loin de l'esthétique, hein, on y vient. Autre interrogation, le sens des mots. Le sens des mots, pour moi, a été une source de conflit, parce que quand j'étais à Paris, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la photo numéro 1, on a une reconstruction, une plastie mammaire. Une plastie mammaire, c'est quand les patientes ont vraiment des seins très très gros et très tombants. Eh bien, on va faire une plastie mammaire, ça s'appelle de la chirurgie réparatrice. La même technique sur le numéro 2, ça s'appelle de la chirurgie esthétique. Entre les deux, il n'y a qu'une différence de poids. Parce que c'est le même chirurgien, ce sont les mêmes types de patients, mais parce que d'un côté, en numéro 1, on enlève plus de 300 grammes, c'est de la chirurgie réparatrice. Et dans le numéro 2, comme on n'enlève pas beaucoup de grammes, c'est de la chirurgie esthétique. Alors ça, c'est déjà le concept français. On a réduit la femme et la définition entre réparatrice et esthétique à 300 grammes. Quand je suis au Togo, dans un petit village, dans un dispensaire à Alada, je traite cette patiente qui a les seins brûlés et collés sur le thorax. Pour l'opérer, j'utilise une technique de plastie mammaire. C'est-à-dire que sur ces 3 patientes que vous avez le même chirurgien, la même chirurgie plastique et la même technique opératoire. En France, ça s'appelle de la réparatrice, ça s'appelle ça de la chirurgie esthétique, et quand je suis au Togo, ça s'appelle de la chirurgie humanitaire. Et la chose la plus cocasse et la plus amusante, c'est que comme j'étais en train de réparer cette petite adolescente, en fait je lui ai réparé les seins avec une plastie pour qu'elle puisse, en grandissant, avoir ses seins qui se développent, eh bien les infirmières dans le dispensaire me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'esthétique là ?» C'est-à-dire que les propres infirmières togolaises ne comprenaient pas qu'on répare, parce que pour elles, c'était de l'esthétique. Donc les définitions, vous voyez, sont déjà perturbantes. Et quand on parle d'esthétique, de plastique, de réparatrice, il faut savoir que dans d'autres contrées, les définitions sont différentes, ne sont pas les mêmes. Autre source d'interrogation, le combat du plasticien, et notamment du chirurgien esthétique, c'est l'invisibilité. Quand on fait un lifting, la quête, c'est d'avoir des cicatrices les plus invisibles possibles. La cicatrice doit être invisible. Dans toutes les scarifications ethniques, c'est la visibilité qui est importante. Donc, vous voyez le malaise qui peut exister chez un chirurgien esthétique qui va s'attarder à faire des cicatrices les plus invisibles, et quand il est dans un pays, là en l'occurrence au Bénin, eh bien la cicatrice, elle, a une valeur, elle est valorisée. Elle est appartenance, elle est ethnique, donc elle a plus de valeur qu'une cicatrice invisible. Vous avez 3 cas de lèvres. Le cas numéro 1, ce sont typiquement des lèvres que l'on va augmenter de volume pour donner une lèvre un peu plus charnue, c'est de la chirurgie esthétique, c'est ce qu'on voit dans nos pays européens. Au milieu, vous avez une augmentation, une modification de la lèvre inférieure, la signification est sexuelle. Et dans le 3e cas, la signification est ethnique, appartenance au groupe. 3 modifications de lèvres et 3 définitions, 3 finalités différentes. La réparation. En préambule, je vous ai dit que la chirurgie plastique, c'était réparer le corps, c'était lui redonner une plastique et c'était en améliorer son esthétique. Là, vous avez la réparation. Là aussi, source de conflit pour le chirurgien plasticien que je suis. Parce que la réparation en Afrique, elle est valorisée. C'est-à-dire qu'un objet qui est vieux, tout est réparé en Afrique. En haut, vous avez un pare-choc, toutes les calebasses sont réparées. La réparation est valorisée, alors que nous, dans nos pays, la réparation est quelque chose de dégradé, à une mauvaise image. Et là aussi, c'est une source de réparation, d'interrogation. Et vous avez ce cas, je ne sais pas si vous voyez bien, de ce monsieur très âgé dans ce dispensaire, à qui et là vous avez sa cuisse, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a sa cuisse, je lui ai enlevé une grosse tumeur. Alors en tant que chirurgien, pour le traiter, je lui enlève sa tumeur, et en tant que plasticien, je lui fais une belle cicatrice. Mais la cicatrice est tellement belle, avec un petit surjet où on n'enlève pas de fil, tout était tellement parfait que le patient n'était pas content. Et vous savez pourquoi il n'était pas content ? Parce qu'il se disait, alors ça ce sont des informations que vous obtenez quand vous êtes au village, quand vous dormez au village, quand au bout de 2-3 jours, les médiateurs vous expliquent un petit peu les choses. Donc là je vous le résume, mais le patient n'était pas content parce qu'il se disait, mais est-ce qu'il a tout enlevé ? D'abord, première chose, parce qu'il n'avait pas eu mal. Et deuxièmement, parce qu'il ne comprenait pas, il ne voyait même pas les fils.
Tout ça pour vous dire que le symbole de l'intervention n'était pas résumé à la cicatrice. Souvent, la cicatrice, c'est la signature du geste de l'intervention. Mais en tant que plasticien, je me dois de faire une cicatrice invisible. Eh bien, en l'occurrence, avec ma cicatrice invisible, je n'avais pas été jusqu'au bout, je n'avais pas soigné l'invisible. Alors, comment on s'adapte? Rapidement, je me suis adapté, premièrement, en développant plusieurs concepts. Le premier concept, c'est l'éco-chirurgie. Alors ça, c'est très simple, c'est s'adapter à l'environnement. On est formé en CHU pour le CHU. On est formé en France pour une médecine française, pour une médecine européenne. Dès que vous êtes dans un environnement différent, il faut que l'on travaille à s'adapter et à proposer des techniques adaptées à l'environnement. C'est ce que j'appelle, moi, l'éco-chirurgie, c'est-à-dire travailler en fonction de son environnement. Deuxième concept, le concept d'ethnochirurgie. Alors le concept d'ethnochirurgie, c'est pour moi travailler sur le visible et l'invisible. J'ai vite appris que j'étais efficace que sur la moitié de mon traitement. La deuxième moitié, ce sont les guérisseurs, les tradipraticiens. Donc en pratique, aujourd'hui, quand je travaille en brousse au village, je travaille sur la partie visible. Et la partie invisible, je travaille avec mon collègue, qui est un tradipraticien, qui, lui, il va me servir, alors, il va me servir de médiateur. C'est-à-dire, déjà, il va me servir pour comprendre un petit peu la culture locale. Deuxièmement, pour expliquer ce que je fais. Parce que pour qu'un traitement soit accepté, il faut qu'il soit compris. Alors moi, je vais parler avec mes référents, avec le bistouri, avec mes schémas, avec mes mains. Je vais expliquer ma médecine moderne, mais pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit comprise. Et ça, c'est le guérisseur qui, à la fois, va expliquer ce que je fais et surtout va rétablir l'instabilité qui a été créée par la maladie avec ses référents culturels à lui, c'est-à-dire cette médecine traditionnelle, que je respecte parce qu'elle est là pour soigner mon patient. Alors l'ethnochirurgie, c'est différent de l'ethno-esthétique. L'ethno-esthétique, c'est ce qu'on fait nous tous les jours, c'est-à-dire que dans les grandes villes, et notamment Paris, alors je ne connais pas Berlin, mais à Paris, avec toutes ces populations différentes que l'on a depuis très longtemps fait de l'ethno-esthétique, c'est-à-dire opérer les gens en fonction de leurs origines. Alors ça, c'est un concept qui n'est pas accepté en France, parce qu'on doit toujours opérer avec cette culpabilité que l'on a, ce sentiment d'égalité que l'on a, on doit toujours traiter les gens de la même façon, et ce qui est un leurre, parce qu'on ne traite pas les patients de la même façon. On ne traite pas un dépressif comme quelqu'un qui est normal, on ne traite pas une personne âgée comme quelqu'un qui est jeune. En tant que plasticien, on ne traite pas quelqu'un qui est nomade comme quelqu'un que l'on va voir une seule fois dans sa vie et comme quelqu'un qu'on va voir tous les jours. On s'adapte aux patients. Et on s'adapte encore plus en esthétique, parce que l'origine culturelle des patients fait que la demande est différente. Et j'avais fait un travail en 2005 à l'île Maurice avec un confrère, le docteur Crépé, où on s'était intéressé à... Alors l'île Maurice était intéressant parce que sur une population assez homogène, on avait 4 grandes populations d'origine ethnique différentes, africaines, indiennes, européennes et asiatiques. Et on avait vu que les demandes étaient différentes en fonction des origines qui étaient différentes. Je n'ai pas le temps de détailler, mais l'ethnoesthétique est différente de l'ethnochirurgie. Alors, dernier concept sur lequel j'ai travaillé, et je travaille toujours, c'est le concept de chirurgie esthétique humanitaire. Parce que, alors, généralement, vous êtes un public sympathique, mais généralement, quand je présente ce terme de chirurgie esthétique humanitaire avec mes confrères, notamment médecins, je suis très vite agressé, entre guillemets, parce que c'est inconcevable. L'esthétique, c'est tout ce que vous connaissez, la mode, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Madame Delcourt. Et l'humanitaire, c'est un milieu différent. L'association des deux n'est pas concevable, parce que l'humanitaire, il va sauver le monde. L'humanitaire, c'est le médecin, le chirurgien qui est là pour guérir le vrai malade, la vraie demande. L'esthétique, c'est superflu. C'est la mode, ce sont ces femmes qui font des choses superflues. L'association des deux est inconcevable. Alors moi, ma première interrogation, ça a été qu'au plus lointain des dispensaires et des villages où j'ai été, parce que l'expérience que je vous relate aujourd'hui, il faut bien imaginer que c'est au fin fond du pays développé. En voie de développement, pardon. Donc là, vous êtes au fin fond de l'Afrique ou de Madagascar et tout est beau. Le degré de raffinement qu'on vous a évoqué tout à l'heure, et l'esthétique est partout.
L'esthétique est partout. Alors là, en bas, vous avez des photos. Je suis dans un dispensaire à Allada où je traite une maladie qui s'appelle l'ulcère de Buruli. C'est une horreur. Ce sont des ulcérations, ça sent mauvais, ce sont des passements horribles. Et là, vous avez ce degré de raffinement dans l'esthétique. Alors, je ne sais pas la signification qu'on évoquait tout à l'heure, on va en rediscuter. Je ne sais pas. Ce que j'ai constaté, c'est que l'esthétique était partout. Alors, ma démarche, moi, est arrivée, et pardon pour ces images un peu choquantes, mon interrogation première est arrivée en 2003, quand j'étais à Sokoto, au nord du Nigeria. On ne peut plus y aller maintenant, il y a Boko Haram. Je travaillais sur une maladie qui s'appelait le Noma. Ça, c'est une maladie aussi horrible qui détruit le visage. Et nous, les plasticiens, on reconstruit. Et quand j'arrive, je suis encore chef de clinique, je vois ces enfants qui ont été opérés. Et moi, je découvre la maladie. Et je crois que c'est ça la maladie. Je n'ai pas compris qu'ils avaient été opérés. Alors je dis, ah, c'est horrible, c'est horrible. Et là, je me souviens, il y avait des chirurgiens allemands qui me disaient qu'ils étaient très contents de leur intervention. Et moi, je trouvais ça immonde. Je ne comprenais pas que l'intervention était terminée. Je ne comprenais pas comment on pouvait dire que c'était... Alors, vous ne voyez pas bien, mais ils ont utilisé des lambeaux qu'ils ont prélevés sur le thorax et ils ont massacré le thorax. Et je dis au chirurgien allemand, mais tu es content de ton opération, tu as abîmé toute l'épaule, mais c'est pas grave, avec les habits, on ne le voit pas. Et j'ai dit, mais non, en Afrique, ils mettent des boubous. Et l'interrogation en 2003, j'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas être chirurgien plasticien, et on n'a pas fini notre travail. On a reconstruit, mais il faut aller plus loin. Alors très vite, moi j'ai travaillé sur des techniques chirurgicales. Vous voyez, un Noma, c'est ça. Ce sont vous pouvez imaginer, c'est vraiment le visage de la pauvreté. Ce sont des gens qui sont battus, ce sont des gens qui sont violés, ce sont des gens qui sont exclus. Et donc par des techniques de chirurgie, on va essayer de reconstruire. Là, vous avez la reconstruction. Je me suis attardé à essayer de reconstruire avec toujours une finalité esthétique, même si on était au fin fond de l'Afrique. Parce que ce qui est important dans l'esthétique, et je vais un peu finir sur ça, c'est non pas l'esthétique en soi, mais c'est la fonction. L'esthétique a une vraie fonction, qui est une fonction sociale. Et là, vous avez un exemple typique de ces maladies lépreuses. Avant, quand on opérait les lépreux, on faisait beaucoup de chirurgie sur la main. Et aujourd'hui, si vous allez au Cambodge ou en Asie, le premier stigmate de la lèpre, c'est une fonte des muscles. Et les patients ont vraiment des mains très creuses. Ils ne vous demandent plus de faire des opérations compliquées, ils vous demandent simplement de corriger cet aspect creux et j'utilise des techniques de lipofilling, ce sont vraiment des techniques de base de chirurgie esthétique qu'on utilise pour redonner un volume au sein, pour redonner, on vous prend votre propre graisse et on vous la réinjecte, ça s'appelle du lipofilling, c'est vraiment une technique de chirurgie esthétique et c'était assez perturbant parce que vous êtes humanitaire, vous êtes au fin fond d'un village, vous êtes en Asie, vous reconstruisez des pathologies très graves et vous utilisez des techniques de chirurgie esthétique. Eh bien, il ne faut pas oublier que quels que soient les endroits du monde, la fonction esthétique est capitale. Parce que quand vous avez une main qui signe la lèpre, la face sociale de la main, c'est la face dorsale. Quand vous dites bonjour, eh bien, vous signez votre maladie. Eh bien, l'esthétique a une fonction, c'est une fonction de resocialisation. Alors, voilà, ça c'est typiquement une malformation congénitale qui est une fente faciale. Ben, c'est un enfant. En Afrique, ça s'appelle la chirurgie esthétique. Cet enfant mange, il va vivre normalement, mais il va vivre l'enfer. Il va vivre comme un enfant esclave. Il va peut-être être noyé. Je vous rappelle que pour une fente labiale, quand vous êtes au Ghana sur le lac Yeji et que vous êtes une petite fille, vous êtes noyé à la naissance, comme les chats. Pour une fente labiale. Quand vous avez une fente comme ça, faciale, les enfants ne mangent pas avec vous. Les enfants dans le village ne vous parlent pas. Et quand vous êtes au Bénin, sur la droite vers la frontière, la frontière au-dessus de Karimama, eh bien, vous êtes un enfant esclave. C'est-à-dire qu'à la naissance, on vous donne au peul et vous devenez un enfant esclave. Ce qui veut dire que pour une malformation qui est réparable en 2 heures de temps, vous avez à droite 2 heures de temps, c'est le lendemain, eh bien, pour l'Afrique, on a fait la chirurgie esthétique. Pour moi, j'ai fait simplement de la chirurgie, tout simplement. En conclusion, pour nous, la chirurgie plastique, c'est aussi reconstruire l'esthétique. Et ça, j'espère que demain, vous verrez différemment le chirurgien esthétique. Parce que la chirurgie esthétique a une vraie fonction, qui est la réparation. Et ça, c'est mon combat. La chirurgie esthétique est thérapeutique. Thérapeutique au sens où elle va soigner, elle est même vitale. Je vous rappelle qu'au Ghana, on noie les petites filles. Je vous remercie de votre attention.
Parfait. Merci beaucoup. On est complètement dans le temps. Merci aux deux intervenants pour vos interventions, toutes les deux extrêmement passionnantes. Moi, je parle pour moi que je m'intéresse aux modifications esthétiques comme travail de thèse, mais je pense et j'espère que le public aurait apprécié aussi l'effort de vulgarisation, de diffusion. C'est difficile parfois pour nous, les académiciens, à utiliser un langage qui puisse être compris et apprécié par tout le monde. Donc, sûrement, vous avez noté des questions à poser. J'avais vu une question au fond. Pour commencer, donc. Merci. Alors, j'ai une question à vous, Madame la sociologue. Une question, c'est plutôt 3 questions que je vais vous donner de manière très synthétique et succincte. Vous avez fait une étude comparative de l'esthétique. Et cette étude comparative, en fin de compte, elle a pour objet de voir les ressemblances, enfin les critères qui ne... Comment dire je vais la refaire. Il se disait que l'étude comparative permet, en fin de compte, de voir les ressemblances et les éléments discriminants. Et je voulais voir avec vous quels ont été, en fin de compte, par vos études comparatives de l'esthétique, on va dire les éléments constitutifs universels de la beauté des corps, tout simplement. C'était ma première question. La deuxième question, c'était en fin de compte, est-ce que la beauté des corps, c'est pas un instrument d'une forme d'intégration sociale, puisque vous avez fait un travail sociologique sur la beauté. C'était ma deuxième question. Et ma troisième question, tout simplement, quid de la beauté masculine. Voilà. Merci pour ces 3 questions. Je vais commencer par la dernière, si vous voulez bien. On me pose souvent la question, et je me la pose souvent, la beauté masculine. En fait, j'aurais pu faire aussi effectivement des entretiens avec des hommes. Mais j'ai trouvé ça compliqué, en fait, de rentrer dans l'intimité. Enfin, je me sentais pas capable de le faire, en fait. Voilà. Je pensais, mais c'est sûrement que c'était plus compliqué pour moi de rentrer dans des familles par les garçons plutôt que par les filles. Notamment parce que j'avais l'impression que pour les jeunes garçons issus de l'immigration, les choses étaient plus compliquées quelque part que pour les filles. En tout cas, ce qui me frappait, c'est que les filles dans mes cours étaient vraiment sur des parcours de performance et d'intégration, alors que parfois les garçons étaient plus en difficulté. Voilà. Et que quand je posais des questions sur l'esthétique, les garçons avaient des réflexes de mise à distance. Donc j'aurais pu y aller. J'ai interrogé quelques hommes en Allemagne, mais c'est un peu différent. Parce que c'était surtout des franco-allemands. Donc c'est un peu, finalement, c'est intéressant. Mais, et chez eux, il y avait ce balancement aussi de est-ce que je suis français, je me rappelais de l'un qui me disait mais je suis jamais 100% quelque chose. Je suis en France, je suis pas 100% français, et je suis en Allemagne, je suis pas 100% allemand. Mais bon, voilà. Donc voilà, je ne me suis pas sentie légitime de travailler sur les garçons, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Alors la deuxième question, beauté, corps, régression. Ouais, il y avait ça dans les rituels de reculturation, il y avait un peu de régression, c'est-à-dire de se retrouver... alors, est-ce que j'appellerais ça de la régression ? C'était pas forcément... Oui, c'était une forme de retourner dans un endroit où j'étais protégée. Si je réactive un rituel de beauté qui m'a été transmis, là, je me sens protégée. Je me sens dans un lieu sensoriellement où je suis pas agressée. Il n'y a rien qui m'agresse, je suis protégée. Je suis protégée par un produit un peu magique. Le beurre de karité, par exemple, c'est un produit magique. Le monoi, c'est un ingrédient magique. C'est des médicaments de l'âme, hein, vraiment. Il y en a une qui le dit, mais plusieurs l'ont dit.
Si je peux me retrouver avec ma sœur pour faire une séance de hammam dans sa grande baignoire, voilà, on va se mettre de la musique orientale, on prépare le truc, on va demander à quelqu'un de nous ramener de l'huile d'argan du pays. Voilà, on va faire vraiment... Donc oui, c'est de la régression, mais c'est une régression qui permet de se retrouver et d'aller plus loin. Donc c'est se recentrer sur soi. Ouais, se recentrer sur soi pour pouvoir aller affronter le regard des autres, souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'universel ? Dans la beauté des corps, je pense que ce qui est universel, c'est qu'on a besoin du regard des autres et qu'on est en interaction permanente et que, il y a des études qui ont été faites par des psychologues qui montrent que se sentir bien et belle dans le regard des autres permet de construire son estime de soi et permet du coup de construire son succès interpersonnel. Donc je pense qu'il y a ça d'universel. Donc le regard qu'on pose sur soi, ça c'est quelque chose d'universel. C'est plus ou moins fort. C'est vrai qu'à Berlin, le regard est très différent du regard qu'on peut avoir à Strasbourg ou à Paris, mais il y a quand même le regard. Et quand le regard a tendance à exclure, et du coup, ça crée des mécanismes de surinvestissement dans certaines pratiques pour attraper ou pour dépasser ou pour renvoyer quelque chose qui permet de quand même avoir un regard positif sur soi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Je peux rajouter sur le côté universel. Moi, je vais encore plus loin dans mon expérience. Ce qui a vraiment d'universel, c'est l'esthétique. L'esthétique, c'est le dernier. Pour moi, c'est le dernier langage. C'est le premier et le dernier langage qui est universel. C'est-à-dire que la non-différence, pas l'esthétique au sens où vous allez faire des pratiques qui vont vous individualiser par votre esthétique, par votre look, etc. L'esthétique au sens de non-différence, c'est-à-dire que vous naissez avec une certaine norme, entre guillemets, je ne sais pas ce que c'est la norme, mais vous naissez avec une norme. Moi, j'ai trouvé dans la malformation congénitale, dans la brûlure, dans le traumatisme du corps, vous faites passer le patient dans un autre monde, et donc ce patient revient dans le monde par la non-différence. L'esthétique, c'est-à-dire le corps normal ou beau, et pour moi le langage le plus universel, pour être clair, quel que soit le pays du monde où vous allez, en tant que chirurgien, quand je répare un bébé, un enfant, etc., il n'y a pas besoin de parler. Vous regardez la maman, vous regardez le regard de la maman, elle a compris. Vous avez beau, quels que soient les pays où vous allez, cette reconstruction de l'esthétique est un langage universel, et c'est dans notre domaine, c'est le langage, le premier langage, pas besoin de parler en arabe, en français, en africain, pas besoin de parler, on se comprend sur ce. Pour moi, c'est le côté peut-être universel qui est le corps. Bonjour. En fait, je voulais rebondir sur la question de monsieur, parce que j'avais la même question par rapport au rituel de beauté masculin. Moi-même, j'ai fait une thèse sur la coiffure, justement, et ce qui m'avait interpellée au début, c'était de voir que les hommes étaient ignorés, en fait, alors qu'ils ont beaucoup de pratiques qu'on peut observer, et que, au début, j'avais aussi eu cette forme de timidité où je n'osais pas trop aller vers eux, mais en fin de compte, je me suis rendue rapidement compte qu'ils étaient assez ouverts et qu'ils parlaient assez facilement de leur rituel de beauté, mais que surtout c'était aussi important pour eux que pour les femmes. C'est-à-dire que par exemple pour la coiffure masculine des Africains d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, ils allaient aller par exemple sur une coiffure beaucoup plus souvent que les femmes, une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines. Et que beaucoup de leurs pratiques étaient aussi en fin de compte impactées par leur origine ethnique ou par leur origine géographique, comme par exemple pour la longueur des cheveux, où on n'a pas la même notion de la longueur de cheveux qui est convenable chez un homme africain par rapport à ce qui est convenable chez un homme européen, par exemple. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir si ça vous intéresserait de vous intéresser un petit peu plus au rituel de beauté masculin, parce que c'est très, très intéressant. Et je voulais aussi rebondir sur la question de la mixité des salons de coiffure, dont
une de vos enquêtes a parlé. Et pareillement, j'avais remarqué qu'en fin de compte, ce sont les salons de coiffure européens qui ne sont pas mixtes. Mais les salons de coiffure africains, en tout cas, africains ou entiers, sont mixtes. C'est-à-dire qu'on y retrouve des populations de partout. Il y a juste des Chinois que je n'ai pas vu dedans, pour être tout à fait honnête, quoi. Mais que ce sont des salons qui sont mixtes. Donc, en fin de compte, quand on dit qu'il n'y a pas de salon de coiffure mixte, on parle des salons de coiffure européens et non pas d'autres salons de coiffure. Donc, on parle de ce qui est censé être normal, en fait, quoi. Voilà, c'était juste pour dire ça. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. En fait, c'était des jeunes femmes qui disaient je vais dans le centre commercial à côté de chez moi, il y a tous ces coiffeurs européens et il n'y a pas de coiffeurs africains et les coiffeurs européens ne savent pas me coiffer les cheveux. Et c'est vrai que par exemple à Dakar, dans les salons de coiffure, ils savent tout à fait coiffer le cheveu européen. Ouais. Les hommes, non, mais c'est une bonne question. Je sais pas. Après, pourquoi on choisit son objet de recherche? Moi, c'est vrai, je suis assez fascinée par ce que font les femmes. Voilà, en termes de pratique de beauté. Je suis plus intéressée par ça, mais bon, c'est. En fait, il y avait dans les familles, ce qui était intéressant, c'est que par exemple, certains produits cosmétiques étaient achetés par les hommes. Tout ce qui était lait corporel, par exemple, l'hydratation du corps, c'était les hommes qui achetaient. Donc on sentait qu'ils étaient très impliqués sur les décisions d'achat. Mais bon, je les ai pas interrogés. Je suis désolée. Hein. Donc, c'est un champ de recherche ouvert hein, pour tous ceux qui nous écoutent, les jeunes chercheurs, voilà, il y a de quoi faire. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question, une réflexion à soumettre au docteur Knipper. Quand vous réparez, on a généralement l'idée d'un avant et d'un après. Et j'ai pour ma part une expérience de brûlure au 2e degré avec greffe de peau. Et l'après est évolutif. C'est-à-dire que la cicatrisation est longue, ça prend. J'avais dans l'idée qu'une fois la réparation terminée, ça s'arrêterait, ou du moins on m'avait parlé de 2 ans de cicatrisation une fois ça. Et je m'aperçois que c'est très long. C'est très long et que c'est évolutif. C'est-à-dire que la peau ne cesse d'évoluer. Je voulais savoir si c'était une réflexion que vous aviez avec vos patients, aussi bien dans votre expérience humanitaire, si cette idée-là, que la réparation était définitive, c'était quelque chose dont vous parliez avec vos patients. Oui, merci pour la question. Le problème qui est posé dans notre action, c'est que souvent, on intervient de manière ponctuelle. Donc ça, c'est le gros problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas exporter notre médecine en Afrique ou dans d'autres pays, parce que dans le soin, il n'y a pas que l'acte chirurgical. Déjà, il y a la compréhension d'explications, etc. Et puis le suivi, vous avez tout à fait raison. C'est pour cela qu'on fait de la formation, que la finalité de notre action est de toute façon de former les acteurs de santé locaux pour pouvoir continuer le traitement à long terme. Et c'est pour ça que, vous parlez de la brûlure. La brûlure, ce qui est important, c'est la symbolique de la brûlure. La vraie question, c'est pourquoi j'ai été brûlé. Donc je reviens sur ce côté ethnologique, de l'ethnochirurgie, qui fait que moi, je vais être l'acteur ponctuel qui va réparer concrètement. Il va y avoir une bride, je vais la couper, je vais faire ma greffe, je vais la réparer. Mais je sais que déjà, il faut réparer pourquoi j'ai été brûlé. Et toute cette évolution que vous avez fort bien évoquée, c'est-à-dire que l'évolution de cette cicatrisation, je la transmets quelque part même au médecin traditionnel qui va utiliser énormément. Moi, je prescris énormément, je suis un grand prescripteur de beurre de karité, parce que à travers le geste qui est pas seulement le beurre de karité, qui est le geste de toucher, de massage, etc., de prise en charge, donc il y a tout un traitement qui est assuré par les tradipraticiens.
Les tradipraticiens ne sont pas simplement là pour réparer le désordre qui a été créé par la brûlure, mais c'est pour continuer l'entretien, et c'est pour ça que les médecines traditionnelles doivent être respectées, notamment pour ces patients, hein. Parce que dans l'acte de cicatrisation, que vous avez raison, en chirurgie c'est très long, mais après il faut rester dans son rôle. Moi je suis un petit blanc qui fait la chirurgie plastique, je coupe, je fais un lambeau, je répare une fente, etc. Et je reste dans mon rôle. Vous avez raison, la cicatrisation est longue. Et puis, vous savez, il n'y a pas que la cicatrisation cutanée, il y a la cicatrisation qui est... Et pour ça que la vraie cicatrisation, c'est la cicatrisation de l'histoire, de la brûlure. Et c'est en ce sens que le tradipraticien joue son rôle, parce qu'il va réparer cette longue cicatrisation de cette fracture, qui est une fracture de vie souvent. J'avais une question pour Madame Virginie Soulouet-Dercourt. Tout d'abord, j'avais un commentaire parce qu'en fait, merci beaucoup pour votre communication. Elle m'a évoqué tout de suite en fait un court-métrage qui a été nominé au César, qui s'appelle Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux, et qui est vraiment dont le sujet est vraiment cette tension entre une coupe de cheveux afro auquel la jeune femme, personnage principal, est très attachée, avec tout un rituel de beauté, avec le beurre de karité, etc. Et elle va être confrontée à la photo d'identité de la carte d'identité française et la coupe afro qui ne rentre pas dans le cadre. Et bon, voilà, ça faisait vraiment écho à ça. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il vient illustrer vos propos. Et j'avais une question par rapport à la relation mère-fille dont vous parlez. Dans votre exposé, vous parlez surtout de la transmission des pratiques esthétiques du pays d'origine. Et je me demandais comment cette transmission culturelle familiale pouvait s'articuler en fait avec aussi peut-être la sensibilisation des parents envers leurs enfants, que l'apparence est aussi un outil d'intégration sociale. Alors je dis ça car dans mon propre terrain, j'ai rencontré donc des personnes issues de l'immigration. Et ce qu'elle me disait, c'était combien leurs parents leur avaient dit « tu es le porte-drapeau, il faut que ton apparence soit irréprochable » et qu'il y avait aussi cet aspect cette tension entre on transmet toute la culture du pays d'origine, mais il y a aussi cette idée d'intégration et comment justement ça se conjuguait. Et toujours sur cette relation mère-fille, comment peut-être les nouvelles pratiques esthétiques des filles se diffusaient aussi de manière verticale vers leur mère. Est-ce qu'elles avaient aussi de l'influence sur les pratiques esthétiques de leur mère et dans cette même thématique-là, par rapport à leurs amis qui ne sont peut-être pas originaires du même pays et qui n'ont pas ces pratiques-là, est-ce que les pratiques justement d'ailleurs, de là-bas, se diffusent aussi aux personnes qui habitent ici et qui découvrent justement le beurre de karité, qui découvrent des produits magiques, miraculeux. Voilà. Alors d'abord, j'ai pas vu le film, je vais essayer de le trouver. Je vous conseille. Oui, en écoutant en fait les commentaires que tu faisais, effectivement, il y a des pratiques qui sont transmises non seulement de la mère à la fille, mais de la fille à la mère. Notamment le henné pour les cheveux. Parce que ce qui m'a frappé dans les familles, c'est que la mère, au bout d'un moment, elle trouvait que le henné, c'était un peu compliqué. Parce qu'il faut mettre les cheveux dans un sac, enfin c'est compliqué, puis on tâche beaucoup de choses, etc. Et donc elle s'était mise souvent, avec difficulté, mais elle s'était mise à la coloration industrielle. Et c'est souvent poussé par leurs filles qu'elles font le pas de passer à des produits industriels. C'est pas forcément facile, elles le regrettent un peu. Certaines aussi décident de se couper les cheveux, un peu poussé par les filles. Donc c'est vrai, ça circule dans les deux sens. Alors par rapport aux amis, ouais, c'est un point j'ai pas tellement insisté là-dessus, mais c'est par les amis et c'est aussi beaucoup par Internet. Les blogs, les blogueuses. Les blogueuses sont très très importantes. Moi, ce qui m'étonne aussi beaucoup, c'est qu'elles sont au courant de tout, de tous les produits qui sortent. Elles ont toutes testées, elles se font toutes des conseils les unes aux autres, elles se disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, elles sont vraiment connaisseuses. Donc oui, il y a beaucoup de diffusion entre amis. Alors après, je ne sais pas dans le quotidien à quel point elles en parlent, mais ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook... Voilà, et puis elle communique avec les copines qui sont en Afrique, la diaspora qui est au Canada, aux États-Unis. Elles échangent des informations
sur le net, elles se font livrer des produits les unes aux autres. Il y a un fond de teint qui est bien aux États-Unis, allez hop, on l'envoie à la cousine qui est à Berlin et vice-versa. Donc il y a un trafic qui se fait entre pays d'origine et pays de destination, et puis entre différents pays, entre amis, cousines, enfin il y a tout un système, tout un commerce en fait qui se fait. Oui, justement, parce que si je peux rebondir sur cette question, en fait, finalement, on se rend compte que les marques des cosmétiques, par exemple, quand il s'agit des fonds de teint, donc des nuances des couleurs des peaux qui existent dans le monde, en fait, on essaye de se rapprocher, mais c'est très nouveau pour les marques européennes. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus en Amérique. Et aussi donc en Amérique, États-Unis et en Amérique en général. Moi, j'ai vécu au Mexique et je peux dire qu'en fait, on est en train, même au niveau des teintes pour les cheveux, de chercher quelque chose en fait qui se soit toujours dans l'optique de la beauté naturelle, entre guillemets. Voilà, donc il faut que ce soit pas choquant, ni la différence des couleurs des teintes. Donc toute cette nuance pour les cheveux, pour ne pas abîmer les cheveux autochtones au Mexique par exemple, et donc des fonds de teinte pour se rapprocher de teintes naturelles. En fait, c'est des technologies qui sont en train de se mettre au point. Donc voilà, dans ce sens, donc de l'adaptation des produits cosmétiques et donc une augmentation de l'offre mise en place par les marques. Et aussi, donc, je vais essayer d'y arriver, l'occidentalisation. Alors, c'est un sujet polémique, puisque du coup, en fait, on associe toujours la mondialisation à cette idée qu'on va perdre quelque chose, on va perdre des caractères typiques d'une culture. Donc, à l'occurrence, ça va être des phénomènes culturels, la façon de manger, mais aussi du coup la façon de s'habiller, la façon de se maquiller. Donc, en fait, l'esthétique nous renvoie cette peur, cette crainte d'une perte de biodiversité avec la mondialisation, c'est-à-dire avec la facilité de la communication par Internet, par la télévision, les séries télévisées, les films, etc. Donc, ma question pour vous, que vous avez connu des populations différentes, que vous êtes concentrés sur la beauté et que vous êtes du coup des personnes de terrain, est-ce que cette notion d'occidentalisation, vous la voyez, vous voyez que c'est un problème constitutif et reconnu par les acteurs, ou c'est un mythe, ou c'est une réalité dans ce sens-là, considérant aussi que les modèles esthétiques d'aujourd'hui, ce n'est pas que Barbie. On voit très bien que en fait, c'est plus Beyoncé, Nicki Minaj, Kim Kardashian qui sont les vedettes auxquelles, et elles représentent entre guillemets des modèles de beauté. Et je ne sais pas si j'utiliserai le mot injonction dans ce sens-là, ni dominant, mais elles représentent des modèles de femmes, des femmes du spectacle qui sont valorisées. Et donc, en fait, effectivement, on peut retrouver peut-être des personnes qui souhaitent suivre ces modèles esthétiques. Quel est votre point de vue en considérant les exemples des personnes avec lesquelles vous avez parlé? Alors moi j'ai un point de vue beaucoup plus simple. Toute cette dialectique, je la comprends pas. Ça, c'est une discussion de blanc. Ce sont des termes de blanc. Ce sont des choses que... alors j'essaie de me mettre dans le point de vue du village, du terrain. Tout ça, ça n'existe pas. Occidentalisation, c'est des mots, c'est des maladies bizarres. Moi, je vois des gens beaux, des gens heureux. Alors, l'uniformisation, ce sont des mots de blanc.
Bien sûr que les gamins ou les enfants que l'on voit même au village, ils ont la casquette, etc. C'est peut-être l'identification. Alors, la plus belle image, c'est il y a 3 semaines, j'étais au Tchad, et quand j'arrive au Tchad, vraiment, pas de photos, il faut vraiment très musulman, ça se dégrade d'ailleurs, et vous sortez vraiment votre appareil de photo, c'est quasiment vous faites arrêter. Hein. Et là, j'arrive à l'hôpital et je vois une petite fille, elle sort son petit appareil de photo, son smartphone, et on est dans l'imitation. L'imitation, j'ai trouvé très, très amusant, elle avait son foulard, etc. Et elle refaisait le geste que faisaient les Blancs, parce que nous, les Blancs, quand on arrive, on sort notre smartphone et on fait des photos comme ça. Alors elle nous disait, en gros, elle nous disait, tu vois, moi aussi, mais ça, moi, je l'ai fait. Moi, quand j'étais petit, j'imitais les Américains, je mettais mes blousons de baseball, on adorait. C'est universel. Mais toute cette dialectique, alors les cheveux crépus, on parlait de tout ça, ça c'est des dialectiques ou des problématiques que je comprends, hein, mais ce sont des Africains à Paris, qui ne sont même pas africains, qui sont des Parisiens d'origine africaine. La première phrase de mon livre, et c'était un proverbe africain, quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi, tu sauras d'où tu viens. Alors, moi en Afrique, je vois des gens qui savent d'où ils viennent. Puisque quand tu rencontres quelqu'un au village, il passe un quart d'heure à te dire Mamadou, Moussa, Bello, Maman, gna 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 gna, que pendant 3 heures, il te dit d'où il vient, sa famille, etc. Il passe un temps inouï à se présenter. Donc, ils savent d'où ils viennent. Là-bas, la première fois que je suis arrivé au nord du Bénin, je cherchais mon médiateur, qui était un chef de village, qui s'appelait Moussa. Un homme formidable, et on me disait oui, là-bas il y a un village, il y a un docteur blanc. Je dis non, je ne cherche pas le docteur blanc, je cherche Moussa. Non, mais oui, il est docteur blanc. Parce que c'était un Africain qui avait fait ses études à Dakar et un peu en France, on l'appelait blanc, docteur blanc, parce qu'il avait été. Donc la problématique du noir de blanc, c'est une problématique de blanc. Là-bas, on se traite de noir. Celui-là, regarde, va voir, il est le noir, le noir ébène là, le très noir là. Donc nous, on est là, Ce que je veux dire, c'est que toute cette dialectique est importante, mais je pense que sur le plan nosologique, il faut être précis. Quand on parle des Africains, et on parlait de l'esthétique tout à l'heure, qui est un domaine passionnant, c'est une catégorie bien précise de Parisiens, etc. Juste pour l'anecdote, moi en consultation, pendant des années, je suis dans le 12e arrondissement et je voyais beaucoup de populations africaines. J'étais dans tous les réseaux pour même les migrants, etc., qui étaient en situation illégale pour les soigner, etc. Et chaque fois que je voyais les Africains, je leur disais d'où tu viens, etc. Et quand je tombe sur le petit du 13e arrondissement ou de la Seine-Saint-Denis, c'était toujours ouais, qu'est-ce que ça peut te faire quoi, d'où je viens? C'était la caricature, hein, mais je n'exagère pas. Je dis non, mais tu as des origines. Mais quoi, mes origines, c'est Saint-Denis. Alors ça finissait toujours pas très bien. Et puis j'essayais de lui expliquer que non, je voulais savoir s'il était du Bénin, etc. Et il suffisait que je dise le mot Bénin, de quelle ville, et il suffisait que je connaisse la ville où il a été. J'étais le docteur le plus aimé du 12e arrondissement, parce que j'avais rétabli ce lien peut-être avec le passé. Mais aujourd'hui, quand je demande aux jeunes Africains d'où ils viennent, et quand ils me disent vraiment je viens du 15e ou de Seine-Saint-Denis, ils ne comprennent pas ma question. Parce qu'ils viennent du 15e. Et quand je leur parle du Mali, de Bamako, du Dakar, etc., ils ne savent même pas où c'est, puis ils ne connaissent même pas leur pays. Moi, je suis plus africain qu'eux. Parce que moi, j'ai 25 ans d'Afrique. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur le plan nosologique, l'occidentalisation, l'uniformisation, tout ça et tout, ce sont des problématiques qui, pour moi, sont très simples, qu'on a tous eues avec nos expériences diverses, nos origines. Moi, j'aimais bien manger les pâtes avec mes frères et ma mère. Ma mère est italienne. J'aimais bien ça. Je n'ai pas besoin de me mettre du beurre de karité pour... Voilà, donc l'occidentalisation, l'uniformisation, c'est peut-être un problème que nous, on crée par rapport à cette population que l'on voit. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de faire de l'ethnologie à l'envers, c'est-à-dire ce que eux voient. Qu'est-ce que nos amis de Dakar ou de Casamance ou du village voient sur le blanc? C'est de l'ethnologie à l'envers. Nous, on passe trop notre temps à regarder, à dire occidentalisation, uniformisation, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, et je l'ai découvert dans mon travail, c'est plutôt ce que eux voient. Qu'est-ce qu'ils voient dans le blanc, dans l'Africain? Parce que l'Africain qui est à Paris, quand il revient au village, c'est pas un Africain, hein. C'est un blanc. Merci. Ouais, moi j'avais une réponse complètement différente, donc je ne sais pas si... Non, ce qui m'a frappé, parce que je pense qu'il faut distinguer Dakar, je veux dire milieu rural, milieu urbain, voilà, on est vraiment dans des endroits très très différents, je pense.
Moi, ce qui m'a frappé notamment à Dakar, c'est la présence des entreprises qui proposaient des produits blanchissants, dont des groupes européens ou américains. Ça, c'est très présent. Donc, éclaircir le teint pour qui, pourquoi. Donc, effectivement, je ne sais pas si on me parle, moi, blanche, de ces produits éclaircissants. On en parlerait de la même manière avec quelqu'un qui est noir. Je ne sais pas. Hein. Mais je ne sais pas si c'est de l'occidentalisation, parce qu'avoir un teint clair ou plus clair, ou nous, plus foncé, c'est quelque chose qu'on recherche des deux côtés, finalement, d'être entre les deux, d'être pas tout à fait noir ou pas tout à fait blanc. Mais par contre, ce que me disaient mes jeunes femmes de 18-25 ans, c'est qu'elles disaient, bon ben voilà, je vais au marché H&M parce que c'est un marché moderne où il y a des trucs américains. Voilà. Alors, il y en avait une qui portait un turban qu'elle classait dans la catégorie américain-occident. Et puis par contre, elle mettait un tissu traditionnel, un pagne traditionnel, et elle disait, ben voilà, moi c'est ma façon de mélanger les deux. Donc je ne sais pas si elle avait les mêmes catégories occidentales et pas occidentales, mais elle disait, bon ben voilà, là j'ai envie de ressembler plutôt à ça, donc je vais dans ce marché-là. Et puis par contre, je regarde des séries nigérianes, et dans cette série nigériane, il y a ce look-là qui me plaît. Oh mais je vais dans la rue, je vois une femme, elle s'habille comme ça me donne des idées, je vais voir le tailleur, je lui montre une photo. Donc elles sont tout le temps en train de bricoler des trucs. Moi, ce qui me frappait à Dakar, c'est leur énorme créativité. C'est-à-dire, elles prennent un truc sur Internet, elles voient quelque chose dans la rue, ensuite il y a une copine qui leur parle d'un nouvel mannequin, etc. Donc elles font leur mélange elles-mêmes, et c'est ça que je trouve intéressant, moi. Effectivement, on est au-delà occidentalisation, modernité, tradition, elles piquent à droite à gauche, en fait, ce qui leur plaît à elles, hein, au-delà de nos catégories. Ouais. C'est ça qui est passionnant. Outre les définitions, effectivement, la vraie question, c'est pourquoi il y a ce besoin d'identification, peu importe le terme, mais la signification de leur démarche. Et tout à l'heure, vous aviez dit... que ça c'est intéressant. Est-ce que ce maquillage est un lien avec le pays à travers les produits? Ça c'est une problématique très intéressante, je trouve. Est-ce qu'on trouve dans l'achat du beurre de karité un lien avec le pays sur le plan, et vous avez évoqué le problème de l'ethnopsychiatrie. Est-ce que ça peut être un médiateur? Alors la seule chose qui, moi, m'interpelle, c'est que dans l'ethnopsychiatrie ou dans l'objet rituel qu'on utilise dans la médecine traditionnelle, c'est pour relier le visible et l'invisible. Donc l'objet qui sert de média relie l'invisible. Là, c'est pour relier au pays. Et les produits, lui, c'est l'esthétique. L'esthétique, c'est le visible. Donc c'est un peu perturbant pour moi. Est-ce que cet objet de maquillage est un lien avec le pays? Je ne sais pas. C'est une vraie question, c'est une vraie interrogation, et ça reste passionnant. Est-ce qu'à travers le maquillage ou le produit, le blanchiment, on veut s'identifier, retrouver quelque chose? Je ne sais pas. Ça, c'est une vraie problématique. Je pense que blanchiment, c'est vraiment quelque chose d'autre. Hein. Non, le beurre de karité, c'est vraiment un médicament de l'âme, enfin, c'est du visible et de l'invisible. Hein. Ça me fait du bien à la peau et aux cheveux, et en même temps, ça me fait voyager. Tous les produits de maquillage ne sont pas des omnibus ou des TGV vers le pays d'origine, mais ça se place sur certains produits, en fait, pas forcément tous. Oui, tout à fait, ouais. Oui, non, mais ce serait le rassoul pour des femmes d'origine marocaine. Il y a différents ingrédients qui sont comme qui donnent accès, c'est une fenêtre ouverte sur autre chose, hein, et qui sont à la fois des textures, des odeurs, des sensations, et qui vont faire que le corps se sent mieux, en fait. Je ne sais pas s'il est plus beau, mais il se sent mieux. Est-ce qu'on peut voir ça aussi en lien avec la tradition et la transmission? Parce que par exemple pour le beurre de karité, ou par exemple pour nous l'huile de coco ou l'huile de palme, ça va être aussi des choses qu'on nous a appris, un habitus qu'on a depuis l'enfance, qui n'est pas forcément lié au fait d'être né quelque part. On peut très bien être né ici, mais si depuis la naissance on vous enduit le corps de beurre de karité, il est peut-être tout à fait
concevable qu'après, une fois arrivé à l'âge adulte, ce ne soit pas l'ailleurs qu'on recherche, mais tout simplement une forme de sécurité affective qui existe déjà et qui peut exister ici, comme pour le Nivea. Par exemple, le Nivea, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au Cameroun, mais c'est pas très camerounais, quoi. Ou même, il y a des produits, par exemple, que les populations noires vont beaucoup utiliser, mais qui sont fabriqués en Alsace. Je donne l'exemple de le beurre de cacahuète. La dacatine, c'est fabriqué en Alsace, et pourtant c'est un produit qui est indispensable pour nous. Il y a beaucoup de produits comme ça en fait qu'on va utiliser, mais qui ne sont pas africains en fin de compte, qui ont été importés depuis très longtemps, mais qui font partie de notre culture, comme l'aromagie. L'aromagie, on va tous en utiliser, mais c'est pas quelque chose qui est fabriqué en Afrique. Ou la vaseline aussi, pour les cheveux. Ou la vaseline, oui. Ou les cheveux. Très mauvaise pour les cheveux d'ailleurs. Oui, je voulais juste du coup rebondir sur ce concept-là, qu'est-ce qu'on a toujours envisagé comme étant un facteur de stress, d'anxiété, l'effet de devoir s'embellir. Bah, finalement, quand on écoute les personnes qui ont plongé dans les terrains, on se rend compte qu'en fait, au contraire, les pratiques esthétiques peuvent être vraiment rassurantes. Elles peuvent être là et justement fournir un espace sensoriel sécurisant qui nous ramène à des souvenirs réels ou attribués et qui finalement nous permet d'être mieux dans cette sensation retrouvée en fait. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'en ai des questions, s'il n'y en a pas. J'avais une question pour le docteur Knipler par rapport en fait aux apports finalement de vos missions humanitaires sur vos pratiques et votre relation dans votre cabinet parisien avec vos patients et patients français qui n'ont pas du tout, vous dites, les mêmes attentes, mais est-ce que justement le nouveau regard que vous avez pu porter sur la chirurgie esthétique humanitaire a pu faire évoluer votre métier ici, vu qu'on est dans la terminologie ici et ailleurs à chaque fois. Voilà. Tout à fait. Oui, très, très bonne question. C'est sûr qu'à Paris, on a une problématique différente. C'est que déjà, on est confronté à des populations différentes. Donc déjà, l'ethnopsychiatrie d'ailleurs est née dans les hôpitaux parisiens, avec le centre d'Évreux. Ce sont des gens formidables qui se sont intéressés à l'autre, et ce sont des gens qui venaient avec des crises psy aux urgences, et ils ont, eux, créé l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire écouter l'autre avec un autre langage. Et nous, sur le plan plastique, forcément, on fait de l'ethnochirurgie déjà depuis longtemps. Puisque quand vous opérez une Italienne, vous ne l'opérez pas pareil qu'une Libanaise, vous ne faites pas un lifting à une Libanaise comme à une Parisienne, on ne met pas le même volume des prothèses mammaires à une Parisienne qu'à une fille du sud de la France ou à une Italienne, etc. Donc toute cette approche est un peu particulière, parce qu'à Paris, on a déjà une population multiethnique. En revanche, personnellement, ça m'a beaucoup appris sur le regard de l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me contente pas de proposer un traitement, j'essaie de m'interroger, alors pour les populations par exemple africaines que je vois à Paris, j'hésite pas à les envoyer dans le 18e aux tradipraticiens, parce que je sais que l'origine de la maladie est différente, et ça m'a beaucoup enrichi sur l'origine des maladies, voilà, le sens que les patients donnent aux maladies. Et ça, c'est sûr que l'expérience d'aller opérer autre part m'a changé sur le regard de l'autre. Je m'interroge plus, voilà. Quand j'ai une simple tumeur à enlever à Paris, avant c'était réglé, ça durait 5 minutes, c'était programme opératoire, etc. Maintenant, je vais plus demander au patient, discrètement, en venant de manière progressive, est-ce qu'il a fait tous les traitements qu'il fallait, est-ce qu'il a vu qui il fallait, ça veut dire, est-ce que tu as été voir? On est beaucoup dans le silence et le non-dit. Oui, etc., pour essayer de traiter le patient en totalité. J'ai appris à traiter le patient en totalité, alors qu'avec ma médecine moderne, je soignais que la médecine moderne. J'avais des autres questions pour Virginie Silouet-Dercourt. La première par rapport à votre méthodologie et justement cette entrée dans la vie des familles. Je me demandais dans quelle mesure vous aviez pu aussi participer peut-être aux pratiques esthétiques, ou en tout cas être présente pendant, parce que c'est
ça relève aussi de l'intimité. Est-ce que vous avez pu récolter uniquement des discours ou voilà, est-ce que vous êtes rentré dans ce quotidien-là et du coup, quels ont été les apports et les difficultés? Et ma deuxième question, une question un peu de sociologue forcément, sur l'influence de la position sociale sur les pratiques que vous avez appelées de consommation reculturante. Est-ce qu'en fonction du métier exercé, des études en cours, il y a des arbitrages différents ou des bifurcations particulières par rapport à ces besoins de réinvestir des pratiques esthétiques du pays d'origine? Alors sur les pratiques dans les familles, alors il y a des pratiques que je ne pouvais pas assister parce que par exemple dans la famille kurde, il y a une pratique qui est vraiment importante, c'est le gommage du corps. Donc ça, je ne pouvais pas être dans la douche avec les jeunes femmes, mais elles m'ont montré les gants. Voilà, les gants qu'elles ramenaient du pays, et c'était ces gants-là et pas d'autres, et ça, elles l'ont maintenu. Première génération et deuxième génération. Sur le monoï, la bouteille que vous avez vue, là, donc j'ai eu un petit massage au monoï. C'est vrai que ça sent très fort, mais c'est très agréable. Voilà, c'est les deux. Je ne pouvais pas me faire des tresses. Le beurre de karité, non, on m'en a donné, mais je l'ai jamais utilisé en fait. Je peux pas dire sur la position sociale. J'ai pas suffisamment d'éléments. Je suis dans du Cali, donc je ne peux pas dire il y a 30% des femmes qui sont de telle position sociale. J'ai pas des échantillons suffisamment importants. Je trouve personnellement que ce serait vraiment aller au-delà. Ce que je sais, c'est que les femmes que j'interroge, elles sont de milieux plutôt je ne sais pas, les parents étaient dans le bâtiment ou travaillaient dans des métiers comme chauffeur de taxi. Mais après, j'ai eu d'autres entretiens où c'était des catégories peut-être plus intellectuelles et il y avait ce phénomène-là aussi qui jouait. Donc je ne sais pas si c'est une question de classe sociale, mais il faudrait faire des enquêtes plus poussées, enfin en termes de chiffres et de nombre de personnes avec des représentations, je ne sais pas, des échantillons plus importants sur chaque catégorie sociale pour pouvoir vraiment dire oui, il y a un effet social. Oui, à ce stade-là, il n'y a pas de variation. Non. Je ne pourrais pas répondre à ça. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question ou on va terminer le débat? D'accord, je pense que c'est l'heure. Donc, je vous remercie pour avoir assisté à cette séance très passionnante des corps beauté, les esthétiques du monde. Donc, on se voit la prochaine fois à Paris Descartes. Donc, vous aurez tous les enregistrements pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur notre site Hypothèse Corps et Beauté. Et donc, ça sera le 3 mai à Paris Descartes et donc sur la beauté virtuelle, donc les youtubeurs beauté et donc toute la dynamique réseaux sociaux, beauté et investissement virtuel. Je vous remercie. Au revoir.